Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 24e numéro du Bistrot d'Allée le LOSC, saison 3, l'émission hebdomadaire sur l'actualité du LOSC, présentée et proposée par les supporters, pour les supporters, une émission produite par le site Allée le LOSC et par les dogs du net. Au sommaire, cette semaine, nous reviendrons donc sur l'actualité de cette semaine qui a été marquée par le derby. Donc, Lens, un nul frustrant pour le LOSC. Et ensuite, nous terminerons l'émission en évoquant le prochain rendez-vous du LOSC, vendredi soir, le match contre Lyon, Ligue 1, la Proie Lyon. Pour cette émission, nous recevons des habitués, des piliers du bistrot que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, il est entouré du drapeau italien, vous le reconnaissez, c'est Lorenzo qui anime le compte Twitter Dogs Italia et le site et la page Instagram du même nom, si je ne m'abuse. Bonsoir Bien sûr, Lorenzo. bien sûr. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous, il a une belle casquette cette semaine. Il pose devant une œuvre d'art. Donc, on va l'accueillir avec Il plaisir. a changé d'heure, il faut avouer. C'est Toujours. vrai, c'est vrai. Il a... C'est Christophe, hein. Christophe avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, effectivement, j'ai changé. Je changerai toutes les semaines. Voilà. Il assume beaucoup mieux sa calvitie. C'est peut-être parce qu'il est originaire de la région de Dunkerque. Donc c'est Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir. Non, rectificatif, je suis originaire de Tourcoing. Je suis une pièce rapportée à Dunkerque. Mais j'assume pas ma calvitie, c'est-à-dire que je suis chevelu dedans. Voilà. Alors je ne sais pas s'il est aussi également chevelu à l'intérieur, mais en tout cas, il est présent avec nous ce soir. C'est Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Non, j'assume entièrement parce que j'ai pas le choix. De toute façon, c'est une bonne raison. Voilà. Alors, il a des cheveux. Il a des cheveux, mais il a une autre qualité qui explique sa présence ce soir. C'est Mohamed qui est avec nous, qui est supporter lensois. Bonsoir Mohamed. Bonsoir François, bonsoir à tous et encore un grand merci de l'invitation pour participer à l'émission. Ça C'est tout, me, ça me fait vachement plaisir. c'est toujours un plaisir, notamment pour le derby, d'avoir finalement l'œil de l'autre côté du miroir. Alors Mohamed, tu peux te présenter rapidement? Bon, alors moi je m'appelle Mohamed, j'ai 53 ans, je suis supporter de Lens depuis ma naissance. Je suis né à Lens, à la maternité de Lens. La chambre de ma mère donnait, la fenêtre de la chambre de ma mère donnait sur le stade Bollard. Donc toujours bercé, toujours Un vécu. Bollard avec un L ou deux L? Avec deux ailes, pas comme le t-shirt, parce que là, c'était c'était un flop total. Je l'ai vu, j'étais mort de rire. Voilà, c'est tout, c'était la première pique de la soirée. Vas-y, Ouais, ça va aller. je te laisse poursuivre. On était à la fenêtre de la chambre de ta maman. Ouais, donc, il y avait vue sur le stade Bollard, donc on n'a pas le choix. On baigne dans le Racing, le sang ailleurs, c'est la couleur locale. Donc voilà, et puis à 25 ans, je suis venu m'installer sur la région lilloise. Pas facile tous les jours quand tu bosses avec tous tes collègues qui sont lillois et que tu te fais charrier. Mais ça va, c'est du charriage très gentil. Voilà, voilà. Sinon, Mais écoute, bienvenue en tout cas au bistrot d'Allée LOSC merci beaucoup. et on va pouvoir justement évoquer ce derby et cette actualité récente avec finalement la vision de tous les supporters réunis. Alors, je vous propose donc d'entamer cette première partie. Avant d'entamer la première partie, pardon, j'oubliais, vous savez que vous pouvez réagir en direct pendant l'émission, donc sur la page Facebook du bistrot d'Allée LOSC. Vos commentaires, on les lit en direct, on les découvre, on les partage aussi et ils sont souvent très intéressants et ils viennent enrichir nos débats. Donc, on va en faire profiter tout le monde. N'hésitez pas à partager l'émission et à nous faire part de vos commentaires. Donc, première partie de cette émission, Lens, un nul frustrant pour le LOSC. Avant de vous passer la parole pour un premier tour de table sur comment vous avez ressenti ce match, quelques statistiques qui sont, je pense, assez parlantes. Alors, le résultat, je ne vous le rappelle pas, hein, un but partout. 10 tirs pour Lens, 11 pour Lille. Un tir cadré pour Lens, 6 pour Lille. Une possession 63-37
voilà, en faveur de Lille. Lille reste champion de France de la possession. Et 310 passes pour Lens, 538 à Lille, 18 fautes contre 14, 2 cartons jaunes à 4 et 4 hors-jeu contre 3 et 10 corners pour Lens, notamment en première mi-temps, et contre 3 pour le LOSC. Alors, comment avez-vous vécu ce match? Après, on passera au top et flop et après, on viendra sur l'environnement du match en tant que supporter. Écoute, alors Mohamed, on va commencer par toi. Tu es notre invité. Comment tu as vécu ce match? Comment tu l'analyses globalement? Alors, j'ai envie de dire, pour moi, en tant que Lensois, la première mi-temps m'a laissé un sentiment de frustration parce qu'on avait quand même, je trouve qu'on avait la main mise sur le match, non pas, alors je vais te dire un truc qui peut paraître surprenant, non pas par les qualités lensoises, mais plus par le manque de jeu de Lille. J'ai été surpris de la première mi-temps lilloise où je dis, mais c'est pas possible, c'est pas le LOSC qui est en face. La deuxième mi-temps, je dirais que c'était un sentiment de soulagement de s'en sortir avec un match nul parce que on a été extrêmement en difficulté en deuxième mi-temps, on s'est fait bouger. L'égalisation, quand je vois Gradit se faire légèrement balayer comme un fétu de paille de la tête, je me dis, il y avait plus de niaque, il y avait plus d'envie. Alors, est-ce qu'ils étaient fatigués du match de la Coupe de France de la semaine ou est-ce qu'ils ont tout donné en première mi-temps? J'ai pas reconnu le Racing en deuxième mi-temps et je t'avouerai que le match nul, frustrant pour vous, soulageant pour moi. Alors, côté Lillois, qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Qui veut commencer? Allez, Lorenzo, je vois que tu lèves la main. Tu veux nous faire part de comment tu l'as vécu, toi, en le regardant à la télévision? Bah écoute, les premiers, je dirais 20 minutes, je me suis dit, pff, quand même, hein. Mais il faut avouer que désormais, on est un peu habitué peut-être à commencer les matchs comme ça. C'est pas le top, mais cette année, c'est comme ça. Après, moi, je me suis dit, oui, on a pris un but, mais j'étais sûr que pendant la deuxième mi-temps, Lens allait à perdre un peu de rythme parce que oui, parce que c'est normal, parce qu'ils ont joué chaque 3 jours jusqu'à ce moment. Donc, je, je me suis dit, il y a quand même moyen de faire quelque chose, même si c'était pas évident avoir une réaction comme ça. Mais à la fin, si on est frustré, ça veut dire qu'on a quand même montré qu'on pouvait le gagner ce match. Donc, c'est toujours un peu à l'image du LOSC. La première mi-temps, on pense qu'on va le perdre et après, en deuxième mi-temps, voilà, on commence toujours un peu comme ça, vous voyez. Donc, c'est pas toujours facile de gagner le match. Mais faut avouer que la réaction pendant la deuxième mi-temps, même avec des hommes que peut-être on ne s'attendait pas, comme Zerova, j'ai vu que tu l'as cité hier, j'ai été écouté sur BFM, Ah, ils nous ont aidés et on pouvait même gagner le match. Donc, dommage parce que si je regarde le classement, franchement, à chaque fois, on est là, on n'est pas loin, mais voilà. Pour que je cite Zegrova en homme du match sur une chaîne Ah, de je t'ai télévision, écouté, il je faut t'ai vraiment écouté, je qu'il t'ai m'a capté. impressionné. Il faut vraiment qu'il m'a Je t'ai impressionné. capté, je t'ai capté. Alors, Mohamed, je reviens vers toi. On parlait de ce début de match qui était un peu compliqué pour Lille et c'est un peu une tradition. Mais est-ce que c'est pas lié justement à la tactique de Francaise qui a fait jouer son équipe avec 4 défenseurs au lieu de 5, et si j'ai bien compris, Ouais. pour muscler le milieu de terrain, et Ah, qu'en c'est fait, en vrai. musclant le milieu de terrain, ils ont un peu muselé les ambitions de jeu lilloises. Ouais, je pense que ça a énormément joué. Moi, j'ai été surpris de la composition d'équipe au début de match. Je me dis, il fait un changement tactique le jour du derby. J'étais un peu sceptique. Première mi-temps, je me dis, bon, je me trompe peut-être. Deuxième mi-temps, ça m'a conforté dans le fait que j'ai pas du tout aimé cette nouvelle composition. Je suis pas fan du tout. Mais c'est vrai que au milieu de terrain, ça a été muselé, mais après, il n'y avait plus rien en deuxième mi-temps, quoi. Voilà, on a tout donné en première et en deuxième mi-temps, ça a été un peu difficile. Je t'avouerai que j'ai eu énormément de mal à ne pas perdre le pédale quand je voyais le match parce que je me disais, mais on va se faire bouffer, on va se faire bouffer. Alors, J'avais l'impression que le Lens était le lead de la première mi-temps.
Alors, chacun sa mi-temps, ce qui expliquerait le match nul, même si en termes de statistiques et nombre d'occasions, de tirs cadrés, Lille apparaît plutôt vainqueur au point. Christophe D, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Et notamment, comment tu analyses, toi, ce début de match poussif des Lillois? Ben, on a bricolé la défense, enfin on a bricolé. On a commencé avec une défense un peu expérimentale. Moi, j'étais très, très surpris de voir Gabriel Gudmundsson jouer à droite et Weah à gauche. Parce que c'est incroyable. Il est quand même gaucher, quand même. Et ensuite, donc on a déjà mal démarré avec ça. Ensuite, moi, ce que j'ai vu à la télé, ce qui a été relayé d'ailleurs, je crois, par le commentateur, c'est qu'il y avait Thiago Leal, là, notre coach du jour, parce que Fonseca était suspendu, qui essayait de communiquer avec Fonseca, et il y avait un peu de mal dès le début du match. Ensuite, il y a eu la blessure de Diallo, qui a fait qu'il a fallu réagir assez rapidement. Là, on a vu partir 2 joueurs à l'échauffement, Alexandro et Yoro, et on voyait les 2 coachs, Jorge et Leal, qui étaient sur le côté, Marcel et Thiago, qui étaient sur le côté. Non, c'est Jorge et Thiago, qui étaient sur le côté avec leurs oreillettes à chercher à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire rentrer. J'ai dit, mais c'est quoi ce sketch? Donc après, ils ont fait rentrer Alexandro. Je pense qu'ils ont dû faire ça à Shifumi, un truc comme ça. Donc quand Alexandro rentre en jeu, 5 minutes, 10 minutes après, on change les arrières d'aile de côté. On met Weah à droite et Gudmundsson à gauche. Et puis 5-10 minutes après, on remet Gudmundsson à droite et Weah à gauche. Ouais, ça, j'ai pas compris. Ouais, c'est vrai qu'il a changé. Voilà, c'est 3 fois, enfin 2-3 fois dans la mi-temps. Et on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Parce que derrière ça, on a quand même une action en première mi-temps où il y a les 2 centraux qui s'écartent pour laisser passer Openda au milieu, quoi. Ça, c'est quand même magnifique. Ça, on est quand même en Ligue 1, quoi. On était vraiment bien à la rue, sans compter qu'on avait Alexandro qui voulait dribbler à l'arrière maintenant. Donc, heureusement que l'arbitre s'y faute sur lui, parce qu'à mon avis, il n'y a pas faute quand il tombe tout seul sur son dribble à la con qu'il veut faire sur je ne sais pas qui. Bon, voilà. Donc, moi, je pense qu'on a vraiment cafouillé la première mi-temps, mais qu'on n'a jamais vu depuis longtemps en Lille cafouiller une mi-temps. Et puis, à la deuxième mi-temps, on est revenu en place avec les principes de jeu de cette année. Et puis là, je veux dire, là, on a vraiment pris le milieu de terrain, mais quasiment d'emblée. Après, il y a eu d'emblée, on a pris, après une petite réaction lançoise, après, on a pris le dessus. Et après, il n'y avait plus aucun doute. On allait gagner ce match. Et puis, bon, voilà, notre efficacité légendaire a fait qu'on n'a pas réussi à le gagner. Mais Lens rate le break au premier mi-temps, parce que vu comment on a cafouillé, que ce soit Fonte qui soit obligé d'aller marquer un but contre son camp pour qu'il marque un but, c'est quand même énorme, parce qu'il y avait quand même des trous énormes. Enfin, c'était vraiment pas bon, quoi. On n'était pas en place. Du coup, le milieu, il s'énervait un peu. André Gomez faisait un peu n'importe quoi à un moment donné. Il s'est un peu énervé. Moi, j'ai vraiment, le premier temps, un espèce de cafouillis, un truc immonde. On ne sait pas trop comment on joue. Enfin, à la mi-temps, on se dit, bon, bah, c'est bon, on va en prendre 4, quoi. Et puis, une deuxième mi-temps du style, la deuxième mi-temps, on l'a pu faire à Rennes, où vraiment on est serein et on prend le dessus. Et ben, c'est quand même très étonnant d'avoir 2 visages complètement différents en demi-temps. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que l'absence de Fonseca sur le banc était très préjudiciable. Je pense qu'au plus près de ses troupes, il aurait pu rectifier plus vite le tir. Alors, il y a déjà des réactions sur les réseaux sociaux. Alors, d'abord, des petits clins d'œil pour Mohamed, hein, donc Eléor du Nord qui dit, en faisant référence à la maternité, il est tombé dedans lorsqu'il était petit. Oui. Fabien qui nous dit, ah, c'est lui le supporter lensois qui a un travail. Bon, c'est un peu moins gentil. Alors, Sébastien qui nous dit des dogs du 62, c'est une nouvelle section en fait de supporters lillois. L'émission de la semaine dernière, ouais. Et il nous dit, vous avez vu, comme j'avais dit, Lens a fait tourner en Coupe de France. Alors, à part le cas, il y a eu beaucoup de turnover, je sais pas. Pas beaucoup quand même. Hein. Non. Il y a eu les cas et il a mis Pereira da Costa d'entrée. D'accord. Alors que voilà, mais c'est tout. Après, Medina se blesse assez rapidement. Ouais. Mais c'est quasiment l'équipe type qui l'a mis. Hein. Nous, on voulait les cas, on voulait pas Samba, nous. Mais le cas, il a un fan club au bistrot d'Alelosque. Nous, on l'adore ce joueur, notamment quand il est dans les buts lensois au derby. On milite.
crois qu'il y avait 7 buts en 2 matchs il y a quelque temps. Ouais, mais c'est pas. Ouais, c'est sympathique. On aime bien, c'est un joueur sympathique et on aime bien ses déclarations et on aime bien son. Ouais. sa Nantes sa avait passé qualité la de jeu. commande avant vous. C'est Tant vrai, pis. c'est vrai, dommage. Ils ont été plus rapides que nous, Un Nantes. peu rapide. Voilà. Mais ils sont beaucoup plus sereins. Bon, c'est tout. Celle-là, elle est gratuite, hein, je vous l'offre. Ouais. Donc, Eleor, alors, pour aller dans le sens du jeu, José qui nous dit dommage, 10 minutes de temps de jeu en plus si on marquait le deuxième. C'est pas certain, ça d'ailleurs. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On peut vendanger 2 heures, hein, c'est pas Voilà. le problème. Hein. Et Eleor, il faut expliquer Il y les a des règles à nos précédents, ouais. joueurs. 2 matchs, 2 buts contre leur camp. On a. Personne n'a rien compris pour José avec Gudmundsen et Timo Ea. Donc on a Fabien, on n'a pas fini de bricoler la défense, faisant référence à la longue absence. On l'a pas dit tout à l'heure, mais Thiago Diallo, il y en a pour jusque la fin de saison. Hein. C'est les croisés, je crois, derrière le genou qui Ouais. sont touchés. Ça veut dire opération, ça veut dire 4 à 6 mois d'absence. Donc on ne le verra plus avant la saison Ligament prochaine. croisé antérieur, je pense. Voilà, droit. Merci, docteur. Comme moi, je l'aime. Donc voilà, ça fait une seule. Alors, petite dédicace à Olivier Létang, ça fait une solution en arrière latérale en moins d'ici la fin de saison. Donc, Non, mais on en avait déjà, il y avait C'est 2 pas grave. joueurs par poste, vous inquiétez pas. Voilà, c'est C'est ça. ça, On en a plein en réserve, donc c'est pas grave. Donc, beaucoup déjà de remarques, donc je les citerai tout à l'heure. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ton avis sur le match et notamment ce double visage du LOSC et des Lensois sur ce derby? Bah, tout a été déjà pas mal dit. C'est vrai qu'on a une entrée en matière un peu foireuse. Je fais aussi référence à tous les derniers matchs, parce que ça faisait vraiment 4 sorties, on encaissait des buts dans les 5 premières minutes. Enfin, les départs catastrophes entre Brest, Paris, Rennes, je ne sais plus quel autre match, je crois que le match de Coupe à Lyon, à chaque fois, on Nantes en général quasiment se donnant un handicap de -1. Là, on a quand même attendu la fin de la mi-temps, mais c'est vrai que j'ai trouvé l'équipe extrêmement timorée. D'ailleurs, ça renvoie au sempiternel questionnement de la possession de balle, parce que je pense que la possession de balle qu'on a est supérieure en première mi-temps, et ça en dit long sur le fait que la possession de balle ne veut strictement rien dire. C'est pas aussi marquant, je crois. On doit être à 53-47 à la fin. Je crois qu'on était un peu plus, mi-temps. mais il était clair qu'on avait la possession, puisqu'on faisait tourner le ballon de façon très latérale, sans qu'il ne se passe jamais rien. J'ai jamais vu André Gomes jouer autant en retrait. Très lent en plus. C'était très lent et on finissait quand même par se mettre en danger tout seul. C'est ça qui est terrible, c'est que c'était des longues phases de possession stériles. Le seul moment d'ailleurs où André Gomes joue un peu aux oignons, c'est la passe lumineuse qu'il fait à Bamba, qui échoue, qui aurait pu être le hold-up de la première mi-temps en fait. C'est le seul moment où ça joue à peu près. Je pense aussi que la blessure de Diallo est en effet l'espèce de connexion. Alors, je ne sais pas, est-ce que Bollard est une cage de Faraday où les portables ne passent pas, mais en tout cas, je confirme que ça passe pas. Voilà. Il est très clair qu'en tout cas, entre Fonseca et son banc, manifestement, il y avait un souci au niveau de la communication. Et oui, on s'est retrouvé. Alors, le problème originel entre les deux latéraux, Gudmundsson qui n'était pas du tout à son poste, et puis la blessure de Diallo, qui au passage va nous faire bien mal tout au long de la saison, mais où en plus, je pense que la rentrée d'Alessandro n'était peut-être pas la plus pertinente, sachant que ces 2 tiges plutôt lentes, on se retrouvait avec la configuration finalement où on avait tant souffert au match aller contre le PSG parce qu'on avait 2 joueurs pas rapides du tout, et Fonte était vraiment très gêné par la vitesse de course d'Openda pendant ces 45 premières minutes, ce qui fait aussi que ça a rajouté de la complication à ce qui était déjà extrêmement compliqué. Puis bon, bim, cerise sur le gâteau, c'est ce but contre son camp, donc là on se dit, voilà, il y a un alignement des planètes, on va vivre un derby compliqué. Et puis, oui, ils sont un peu revenus dans le match, peut-être contraints et forcés de faire du résultat. Il y a eu aussi, je trouve, des rentrées très intéressantes. Tu parlais de Zegrova. Je pense que la deuxième mi-temps a un petit peu replacé l'équipe dans le jeu. Lens a reculé aussi. Je pense qu'avant même la fatigue, on a senti que les Lensois est arrivé dans un mode plus gestion deuxième mi-temps.
ce qui nous a permis d'en mettre sur les rails. Peut-être que. Mais je pense aussi de toute façon que la technique flanquaise, il y avait quand même un tel impact physique des Lensois en première mi-temps qui était quand même très compliqué de garder ce rythme pendant 90 minutes. Je pense même que 45, ils ont été au bout de leur truc. D'ailleurs, c'est un peu, je passe sous contrôle de Mohamed, mais c'est un peu la patte francaise. On voit chaque année, ils font des entrées, des débuts de saison en boulet de canon parce que justement, il y a cette espèce de football total. Et puis, la fin de saison est un peu plus compliquée parce que les joueurs s'essoufflent. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu un condensé sur un seul match de ce que peut être une saison à la Lensoise. Et voilà, donc... je pense qu'il y a tout ça, ce qui rend le match un petit peu étrange parce que, ouais, en effet, hein, au bout du compte, autant les stats sur la possession ne veulent rien dire. Sur les tirs cadrés, par contre, ça parle beaucoup parce que j'ai remarqué, bon, à Lens, c'est quand même très pâteau devant les attaquants. Il y a un super milieu de terrain, mais il y a vraiment que nous, on a quand même. Alors, c'est là qu'on voit, hein, on descend sous vous notre manque de réalisme, mais les occasions, on s'est créé. Sur la première mi-temps, on se crée beaucoup de situations, mais très peu d'occasions. Nous, paradoxalement, toutes les situations qu'on a quasiment se transforment en occasions parce qu'on a des joueurs clés devant qui sont, je reviendrai un peu après sur les tops et les flops, mais voilà, je trouve que finalement, il y a eu... deux équipes sur le terrain, mais qui n'étaient pas là au même moment, simplement. Et au final, oui, il y a quand même la petite frustration de se dire qu'au bout du compte, en fin de match, on a les occasions très nettes. On a un gardien de but en état de grâce. Il ne fallait pas que ça devienne une habitude non plus. mais voilà, quoi. Donc, au bout du compte aussi, si on regarde le match dans la projection de ce qu'a été la journée, ce n'est pas une mauvaise opération, sachant que de toute façon, Marseille va filer, mais que tous les concurrents directs, finalement, n'ont pas gagné, quoi. C'est ça, ouais. Mohamed, tu partages cette analyse sur la forme physique des Lensois qui est déclinante et qui pourrait expliquer finalement le ralentissement qu'on constate en championnat? Ouais, je suis d'accord. Alors, ce qui est quand même surprenant par rapport aux stats que tu as donné par rapport au match, c'est que ces derniers matchs, ces derniers temps, les matchs de Lens, c'est des matchs nuls où il n'y a pas de victoire, où il y a une défaite ou deux, mais il y a quand même la possession de balle et lensoise à plus de 60%. Et là, franchement, la possession lilloise, c'est vraiment surprenant. Un tir de Lens, un tir cadré. Quand tu vois les stats des autres matchs, il y a 10, 12 tirs, il y en a 7 ou 8 cadrés, mais on ne marque pas. Mais là, c'est, comme disait Georges, devant, c'est pâteau, ça a été pauvre au niveau des actions dangereuses, et on marque effectivement sur une erreur de Fonté. Et c'est là où moi j'ai été très surpris au niveau de Lens. Effectivement, c'était au milieu de terrain, il y avait une grosse présence, mais derrière, il n'y avait plus rien, quoi. C'était assez surprenant. Après, c'est vrai que sur les dernières statistiques des matchs lensois, vous aviez la possession, vous aviez peu d'occasions finalement. Là, vous aviez affaire quand même au maître de la possession, hein. Donc, c'est notre spécialité cette année. On terminera peut-être pas européen, mais on va être champion de France de la possession, quoi qu'il arrive. Ouais. Hein. Donc, c'était compliqué effectivement de passer la barre des 50% contre nous. Il y a beaucoup de réactions, donc toujours sur les réseaux sociaux. Alors Capello qui nous fait une référence historique par rapport aux tergiversations entre les latéraux qui jouent fausse patte ou non. Il nous dit que Zagar jouait à gauche et Marsiglia à droite. On n'a pas traité Arribas de fou, certes, mais au moins il restait là pendant tout le match. On leur demandait pas de changer de place à chaque fois pendant 10 fois pendant la mi-temps. De mémoire, quand ils disent Zagar jouait, déjà Zagar était sur le terrain, quoi. Bon, alors, on va rentrer dans des débats historiques, ça va être phénoménal. On a Axel qui nous dit « Je ne suis pas d'accord avec vous ». Christophe Viox, donc Christophe, c'est toi, hein, Christophe D. La première mi-temps était compliquée car les Lensois exerçaient un fort pressing. Alexandro a fait une rentrée correcte par rapport à ses anciens matchs. Et voilà, Samba a sauvé le RC Lens. Ce n'est pas à cause de l'inefficacité lilloise. Donc voilà, il met plus l'absence de but sur les gants en or de Boris Samba plutôt que pour une fois on a cadré, quoi. C'était ça un peu ce qu'il voulait dire. Ouais, on a cadré, mais quand un gardien est très fort, c'est aussi parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Parce qu'on cadre trop bien, en fait. On n'arrive pas à passer le ballon. On toujours tiré dessus. Après, c'est des beaux arrêts réflexes, mais on quasiment toujours tiré dessus. Forcément, c'est plus simple.
On a une bonne possession et un cadrage trop centré. Non, mais dis pas, il faut l'arrêter, il faut les arrêter pendant la Bah ouais, bagarre. non. Mais c'est quand même, on tire dessus, quoi. Alors, En particulier celle d'Ozegro. Hein, c'était... Capenoul qui nous dit est-ce qu'on peut acheter un billet uniquement pour la seconde mi-temps? Donc, on posera la question à Olivier Létang. Et alors, une question pour Mohamed. José qui nous dit peux-tu demander à Mohamed pourquoi Chevalier a été sifflé tout le match? Je ne sais pas si tu l'as entendu, toi. Ah non, moi, Non non, j'ai pas entendu. Après, Chevalier, il a quand même arrêté le penalty au match aller et ça, c'est pas passé au niveau des supporters de Lens. Mais Il y a non. que Sotoka qui sifflait. C'était la famille de Sotoka, en fait. C'est la famille de Sotoka qui sifflait. Non, mais je peux pas répondre, je ne sais pas pourquoi. En fait, non, je serais incapable de te dire pourquoi Après, c'est un Lillois, c'est formé à Lille, je sais Oui, pas, c'est même Il normal. est calé. Oui. C'est pas, Ah, pas bien. Après, à propos de Chevalier, je voulais quand même revenir sur sa déclaration d'après-match, où on l'interrogeait sur le Brice Samba notamment, et sur la potentielle sélection en équipe de France par rapport à sa propre carrière. Et il a eu un avis très marqué et très sportif en disant que pour lui, Brice Samba, à l'âge qu'il avait, il était suffisamment mature pour prétendre à une sélection en équipe de France, alors que lui, Chevalier, il était trop jeune et qu'à la limite, pour l'instant, c'était les espoirs, mais pas la sélection. Donc, c'est quand même assez rare de voir, enfin, c'est la fameuse confraternité finalement des gardiens de voir finalement un avis aussi positif sur le gardien d'équipe adverse. Ce qui est étrange quand même dans la question, c'est quand on demande pourquoi Chevalier, joueur lillois, est sifflé à Bollaert, c'est comme si on me demandait pourquoi une secrétaire sort avec le chemisier dégrafé du bureau de Noël Le Graët, quoi. C'est un truc logique. Hein. Qu'un Lillois se fasse siffler à Bollaert, ça me surprend pas plus que ça. Quoi. C'est pas faux. Alors, sans transition avec le chemisier de la secrétaire de Noël Le Graët, on va passer la parole à Christophe. Christophe C. Alors, on était très bavard avant de te passer la parole. Comment tu l'as vécu ce match et justement ce match aux 4 visages finalement? Chaque équipe a eu 2 visages. Avec beaucoup de décontraction parce que je pouvais assister à ce match, j'ai pas voulu y aller parce que l'ambiance derby ne m'intéresse plus. J'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Du coup, je l'ai regardé dimanche tranquillement, à tête reposée. Tout simplement, voilà. Donc du coup, ça m'a permis de prendre pas mal de petites notes et puis voilà. Donc après, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Donc je pense que sincèrement, ce match nul, Lens s'en sort bien. Surtout ce que vous avez pu dire, et notamment Mohamed, moi, il y a des choses qui m'inquiètent, c'est que quand on veut jouer la Coupe d'Europe et qu'on n'assume pas le fait de jouer, par exemple, la Coupe des conférences le jeudi, ça va être compliqué l'année prochaine si vous voulez avoir des ambitions, que ce soit en Europe, hein, comme vous le réclamez depuis quelque temps, et encore plus en championnat. On ne commence pas à se plaindre un an avant, si vous avez la chance d'y aller. Enfin voilà, il faudra commencer à assumer un petit peu. Un jeu physique comme vous l'avez depuis 2-3 ans, ça s'assume et ça se voit, c'est compliqué. Il faut gérer tout ça et il faut avoir des joueurs avec un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience et c'est pas toujours le cas à tous les postes. Ça, c'est une première chose pour Lens. Après, pour Lille, on s'est fait avoir dans la tactique avec la modification du plan de jeu de Frank Hayes qui nous a bloqué l'intérieur du jeu et à partir du moment à Lille où on bloque nos intérieurs du jeu, on a du mal à trouver nos joueurs offensifs avec des petits décalages et puis voilà, c'est compliqué à gérer. Et comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est vrai que la petite incompréhension, j'ai pas compris non plus, hein, avec nos 2 latéraux. Après, est-ce que il voulait pas un peu éviter de encore changer Weah qui est baladé un petit peu partout? Là, ça fait 2-3 matchs qu'il joue arrière gauche. Il commence peut-être à avoir des habitudes avec notamment Bamba. Enfin, je sais pas. C'est la seule explication que je peux trouver là-dedans. Gudmundsson qui revient, qui a fait un match et demi. Donc pourquoi pas le changer, lui à la limite, il avait pas trop de repères avec ses coéquipiers, ça change pas grand-chose, donc voilà, à part ça je vois pas. Et sinon vous avez déjà dit plein de choses, hein. Donc voilà. Alors, toujours les commentaires. Sébastien qui pense au carton jaune absurde de l'arbitre à la première minute qui coupe les jambes d'André Gomes. On ne l'a pas reconnu ensuite. Donc, c'est peut-être une explication. On verra après si vous le retenez dans les top et flops.
Toujours l'arbitre, José, si l'arbitre sur l'action de Bamba qui n'était pas hors jeu siffle bien un corner contre Lens, vu que le ballon est détourné, si je ne dis pas de bêtises, Lens ne marque peut-être pas derrière. Il veut que le LOS fasse une vidéo contre l'arbitrage. Donc là aussi, c'est une petite dédicace à nos amis lensois. Voilà, avec les Jean-Michel à peu près. Voilà, avec des Jean-Michel à peu Ouais. près. Et puis on salue également notre ami Leka. Leka. Voilà. Donc, gros souci, la blessure de Diallo, on en a déjà parlé. Chevalier nous sauve le match et Samba leur sauve leur retour. Donc, effectivement, c'est juste transition. Et pour François, c'est l'occasion de faire jouer des jeunes derrière pour éviter encore des blessures. Il va falloir gérer tout cela. Pour un football d'attaque, il faut que la défense, ce n'est pas un problème. Axel, c'est le moment pour Yoro de prendre du temps de jeu en défense centrale. C'est l'avenir du LOSC. On aura l'occasion d'en parler quand on évoquera le prochain rendez-vous contre Lyon. Je vous propose de passer au top et au flop pour chacun d'entre vous. Le principe pour les piliers lillois, c'est donc les tops et les flops lillois et le joueur qui a marqué votre attention dans l'équipe lensoise. Vous avez le droit de ne pas dire tous Brice Samba, donc vous pouvez essayer d'en citer deux dans ce cas-là. Et puis Mohamed, c'est pareil, tes tops et tes flops à la fois à Lille, à la fois à Lens. Alors, on va commencer par toi, si tu le veux bien. Quels sont les joueurs que tu as remarqués dans un sens ou dans l'autre à Lille, puis à Lens? Alors, à Lille, pour moi, le flop, alors, Fonte, pas parce qu'il a marqué le but contre son camp, mais je l'ai trouvé, il s'est fait énormément déborder par Openda. Moi, je l'ai trouvé un peu à la ramasse en première mi-temps. Après, comme Lens en deuxième mi-temps attaquait moins, ça a été plus facile pour lui. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé en difficulté en première mi-temps. Et pour mon top lillois, bon ben, Jonathan David, parce que il met le but qu'il fallait pas qu'il mette, c'est tout. Pour moi. Bon, on reviendra après sur tes top et flop lensois. On va voir si les premiers piliers sont d'accord avec tes top et flop lillois. Christophe D, vas-y, fais-nous part de ta sélection de la semaine. Alors, top Lensois, Samba, ok, c'est bon. J'ai un top et un flop pour Fofana, parce qu'il fait une super première mi-temps. La deuxième mi-temps, il avait mis sa cape de super-héros pour sauver la planète à lui tout seul. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé qu'il fasse ses remontées pour tirer au-dessus. Comment on appelle ça? Un flop? Un flop? C'est dur à dire, ça. C'est dur à dire. Ouais, c'est pas facile. Sur son cracher, c'est pas évident. Ouais. Mais non, mais voilà. Mais ça nous a beaucoup aidé qu'il fasse le super-héros. Et côté lillois, moi, je mets un flop à Fonte aussi, parce que pas seulement pour le but, mais aussi c'est le capitaine. Et avoir un capitaine comme ça à dérive, c'est jamais évident. Je mettrais un autre flop à Lille. Moi, je mettrais André Gomes aussi, parce que je trouve que c'est pareil. Alors, d'accord, il prend un jaune d'entrée, mais je pense que le jaune d'entrée qu'il prend, c'est suite au match aller. Au match aller, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a mis 3-4 taquets à Fofana avant de prendre un jaune, et ça avait bien déstabilisé les Lensois. Et je pense que les arbitres ils regardent ça. Enfin, je suppose qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Enfin, je suppose qu'il va y avoir de la vidéo par rapport à ça. Mais toujours est-il que dans le match derrière, il a quand même fait des passes qu'on n'est pas habitué à voir, quoi. Et après, dans le jeu, il s'est repris quand même. Hein, c'est pas non plus. C'est un super joueur. Et par contre, en top, Bamba, parce que Bamba, qu'est-ce qu'il a fait bouger la défense adverse et il fait toujours son travail. Et David, alors pour son but, mais aussi pour son super retour sur Fofana en première mi-temps, où il vient défendre dans la surface. Tout le monde avait oublié qu'il était tout seul sur la gauche. Il fait un sprint pour venir défendre et il défend comme un défenseur, quoi. Il défend en restant sur les appuis, en ne bougeant pas, il ne se jette pas. Et franchement, là, c'était assez extraordinaire comme défense. Après, l'entrée de Zegrova, elle est très bonne aussi. Et puis voilà, après le reste. Ah, si, j'ai bien, moi qui, des fois, ai l'air d'endure avec Cabella, je trouve que Cabella a fait un très bon match. Et surtout, sur la blessure de Diallo, il a bien géré le coup, quoi. Il a bien géré le coup en parlant avec l'arbitre, en allant se mettre devant le joueur de lance, le corner, voilà, en gagnant énormément de temps pour que les Lillois
Et à un même moment, vous voyez les Lillois qui couraient avec leur oreillette. Enfin, c'était assez drôle. La scène était assez drôle. Il y avait Cabella qui gagnait du temps en disant au mec de Lens, ne tire pas le corner, c'est bon. Et là, l'arbitre qui venait voir, il dit non, t'es pas à 9 mètres. Il dit non, mais il y a un mec blessé, regardez, il est sur le côté. Ah bon, j'avais pas vu. Attends, je vais voir le mec de Lens. Et pour l'instant, les mecs qui couraient derrière. Enfin voilà. Mais donc Cabella, en plus, dans le match, il a été plutôt bon. Et il est dans le but aussi. Enfin, et puis, il a failli marquer aussi. Donc voilà. Alors, on va rester dans les Christophe. Christophe, ta sélection de top et flop, c'est laquelle? Je vais pas être original, Ali, je vais évidemment citer Fonte, mais pas pour sa lenteur, parce qu'on le sait, voilà, depuis le début de l'année, c'est comme ça, mais pour deux actions notamment. Alors, l'action du but, mais je vais remonter un petit peu plus tôt sur l'action du but, c'est qu'il y a une petite altercation avec un Lensois. Il est convoqué par l'arbitre enfin, les deux joueurs sont convoqués par Ah, l'arbitre. c'est vrai. Il tombe un peu enfin voilà, dans de la bêtise pure à son âge. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et je pense que il est sorti un petit peu de l'action. Il est pas très bien placé. Il est débordé. Enfin voilà, on voit que de toute façon, il y a 12 tonnes en trop. Il n'arrive plus à se détendre. Et voilà. Et je pense qu'avec un an de moins, la tête, peut-être qu'il peut la sortir, mais avec un petit peu plus de réflexion, je pense qu'on prend pas ce but en amont. Déjà, il y a une faute qu'on doit pas faire, et il y a une altercation dans la surface qu'on doit pas faire, et on prend ce but inévitablement. Enfin voilà, enfin inévitablement, si, évitablement, mais enfin voilà. Et il y a une deuxième action aussi où il fait une passe par pain pour son collègue défenseur central, mais Alessandro. Mais même Alessandro, tout le monde le sait ici, c'est pas le roi de la technique. On peut pas se permettre avec un joueur aussi moyen techniquement de faire des passes de merde comme celle-là. Vraiment, il a tout raté sur ce match-là. Alors on s'en sort bien parce que finalement on perd pas ce match. Et c'est vrai qu'on méritait de le gagner, mais merci Fond de plus recommencer ça. Donc on a besoin d'un joueur d'expérience à ce poste-là, mais là il y en a peut-être un petit peu trop d'expérience et un petit peu trop de vécu malheureusement. Et ensuite, je vais pas être original non plus par rapport à Christophe, hein, je vais citer les deux mêmes, parce que effectivement, Bamba, il fait un match énorme. Je pense qu'il y a à peu près 85% des joueurs qui, sur l'action du but, tentent leur chance dans les 6 mètres ou à l'approche des 6 mètres pour essayer de marquer. Et lui, il a l'intelligence de la mettre légèrement sur le côté. Et Jo David marque un but assez facile. Mais bravo, parce que ben voilà, là-dessus, il a la lucidité. Je pense que c'était pas évident de le faire. Et puis, ben, Jo David, on voit la différence avec n'importe quel attaquant du championnat qui fait que jouer de son côté, jouer tout seul. Lui, il joue, il pense à l'équipe. Et on a vu notamment la différence entre l'investissement des deux joueurs. Alors, pour une fois, Openda fait pas une mauvaise première mi-temps, mais je le trouve un petit peu limité, à part sa vitesse. Enfin, voilà, c'est tout. Après, je vois pas tous ces matchs non plus, mais le peu que je vois, on voit la différence entre les deux joueurs et le niveau des deux joueurs qui est un petit peu différent. Et voilà, je crains malheureusement que ce soit sa dernière, mais on a au moins profité de ce joueur pendant quelques années et ça, c'est vraiment un plaisir. Et à Lens? Et ben, Yalor, je vais pas être original, mais je vais pas le mettre en flop, je vais le mettre comme homme du match parce que sans lui, il n'y a pas de match nul. Donc voilà, je mettrai Samba évidemment. Ok. Alors Mohamed, tu as vu les premiers échos de Lillois sur les top et flop lensois. Est-ce que tu les partages? Est-ce que tu veux nous faire part de ton avis? Non, non, je les partage. Bon, on a vu le même match, je pense. Non, C'est non, rassurant. comment? C'est rassurant. Ah ouais? Ben, moi, je n'ai pas donné mon top et flop de Lens. Le top, Samba. Le flop, c'est plus moi, depuis 2-3 matchs, c'est Abdoul Samed qui disparaît petit à petit de l'emprise qu'il avait au milieu de terrain avant. Avant, il était monstrueux. Et là, depuis le retour de la Coupe du Monde, on sent qu'il s'éteint progressivement. Il est moins percutant, il perd beaucoup de ballons, il s'énerve toujours autant, mais il n'y a plus autant d'impact qu'avant au milieu de terrain. Parce qu'avant, on avait dit, ah, il a remplacé. On avait notre milieu de terrain qui est parti. J'ai un trou de mémoire là. Mon jeu. Doucouré. Doucouré, voilà. François Brisson. Non, non. Daniel Leclerc. J'allais dire Philippe Vercruis, mais non. Non, Doucouré, il était parti, donc on avait des craintes. Il est arrivé, il avait fait complètement oublier Doucouré. Et là, depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis le match de Paris, je pense que le match de Paris, la victoire 3-1 contre Lens, c'est le début de notre déclin. Et Abdoul Samed disparaît tout doucement et il n'a plus l'impact qu'il avait avant. C'est Donc, lui qui a pour moi, l'altercation avec Fonte, hein, d'ailleurs. ouais, tout à fait. Ouais. Et donc pour moi, c'est lui le flop au niveau de Lens.
Ok. Alors, vous pouvez nous faire part de votre top et flop sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Aliolos. On a Fabien qui nous dit top David André Zegrova, flop la première mi-temps lilloise, on dirait François Stock à Côte-Nord. Côte-Nord, c'est ça. Et donc, flop la première mi-temps lilloise. Et les banderoles, qu'elles soient lilloises ou lensoises, on y reviendra juste après ce petit tour de table. On a également Thierry qui nous dit top Zegrova, flop Angel Gomez, qu'on n'a pas encore cité ce soir. Je voulais le citer, ouais, bien sûr. Et on a encore quelques top André et flop Fonte pour François. On a également, écoutez, pour l'instant, c'est tout. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur ce sujet. Lorenzo, tu voulais prendre la main justement sur tes tops et tes flops? Oui, bah en fait, flop, je mettrais Angel Gomez parce que je pense que c'est vrai que les ballons n'arrivaient pas trop pendant la première mi-temps, mais il a vraiment été. On ne l'a pas reconnu, il a juste pris un coup franc, je pense, en deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas, à l'entrée de la surface lensoise. Et après, comme flop, je mettrais. Ouais, la première mi-temps de Goodmanson, c'est vraiment un peu un désastre, je dirais. Mais après, je ne suis pas sûr que c'est sa faute, en fait. Parce que vraiment, mettre un gaucher à droite, il était vraiment. Il ne trouvait pas ses repères. Bizarre parce que Wea, il avait plus de repères que lui. Et c'est vrai que lui, à gauche, aussi, c'est un truc un peu bizarre. Comme flop, par contre, je mettrais. Et avant tout, Alexandro, je sais que ici, il n'y a pas vraiment du monde qui l'aime. Mais dans un derby, il est quand même rentré avec du courage. Il a essayé d'anticiper des ballons. Il a utilisé son physique. Techniquement, c'est pas un phénomène, on le connaît. Mais à un moment donné, c'était pas vraiment facile. Et je suis d'accord sur le fait d'avoir essayé de faire rentrer lui et pas Euro. C'est vrai que lui, il va jouer. Donc, il aura ses occasions parce que sans Jalot, bah, c'est son occasion. C'est l'occasion à Euro aussi. Donc, on va le voir. Il va pouvoir voir ses minutes. Donc, ça, c'est bien. Et je mettrai aussi Zegrova parce que franchement, il a été vraiment, voilà, un peu à la François, comme j'ai dit avant sur le BFM, parce qu'il a été vraiment percutant. Et je trouve que ça fait un mois et demi que ce joueur-là, quand même, il a fait changer d'avis beaucoup de gens, j'imagine. Parce que dans un moment où on n'a pas eu Ounas, il nous semblait un peu une tragédie, il a quand même su tenir, même la pression, même le fait qu'il était critiqué au stade. Donc, franchement, sur ça, rien à dire. Et comme Lançois, je mettrais dans les tops, et ça aussi, je n'ai pas compris pourquoi il a été autant critiqué, Openda, parce que moi, chaque fois qu'il partait derrière le défenseur, j'avais peur. Après, c'est vrai, il n'a pas marqué, peut-être il n'a pas trop fait la différence au niveau des buts cette année par rapport à ce qu'il avait fait à Bruges l'année dernière. Mais non, il était à Vitesse. Mais franchement, c'est un joueur qui crée des occasions, qui est dangereux, donc qui a de la vitesse. Donc, franchement, je comprends pas pourquoi il a été si critiqué. Voilà. Il jouait à Vitesse, il aurait bien fait de jouer à Lucarne, ça aurait été plus pratique pour les Mais moi, j'avais peur à chaque fois que je voyais le ballon qui était lancé derrière nos défenseurs et lui qui partait. À chaque fois, il y a une action qui c'est incroyable et ça, c'est un peu par rapport à ce qu'on disait avant. Il récupère un ballon en vitesse affrontée. On avait l'impression qu'il avait perdu le ballon. Gréco, tu te rappelles, il arrive en vitesse et il arrive à frapper. Et il avait, je ne sais pas, il était 3 mètres derrière Fonté. Donc, franchement. Je ne suis pas choqué par ça. Tu as juste un joueur qui tire un mobilhome. Et il y en a un qui court, quoi. Enfin, c'est juste le problème. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage, messieurs? Georges, tu veux réagir là-dessus? C'est dans tes top et flop, hein? Ouais, non, je pense qu'il n'a pas trop influé. J'ai trouvé un peu tatillon quand même. Ça me surprend que les 2 premiers jours avertis soient les plus créatifs sur le terrain. Mais bon, non, moi, alors mes tops, on les a donnés. Et je voudrais un peu prolonger ce que disait Christophe, parce que justement, je suis tout à fait d'accord avec lui à propos de Bamba, qui est mon premier top. C'est qu'en effet, il a cette lucidité de remettre cette tête décalée. En plus,
pas l'oublier. À un moment, il vient de perdre un duel, puisque c'est lui qui se crée le premier duel. Ah. Il est à terre, il se relève. C'est-à-dire que c'est un moment où normalement, il ne sait même plus où il est sur le terrain. Donc, double effet. Et Bamba, parce que même si en première mi-temps, il a été aussi un petit peu emprunté Pato, c'est le seul qui a un peu surnagé devant, dont on sentait des intentions. D'ailleurs, c'est lui qui fait d'excellents appels. Hein. Celui sur le but est en première mi-temps, la seule occasion qu'on a. Donc, Bamba, évidemment, David, avec sa polyvalence défensive, c'est un joueur monstrueux, on ne répétera jamais assez, même à l'époque où il ne marquait pas sa première année à Lille, c'est ce qu'on s'est chiné à répéter ici, il est incroyable, et là en plus maintenant il marque, donc il a la panoplie parfaite. Alors les flops, Fonte, non je t'ai plus, je crois que tout a été dit. Je voudrais aussi faire un petit flop finalement sur la dyspraxie du mec qui remplit les feuilles de match à Lille, qui confond sa droite et sa gauche, donc, et qui de ce fait a sûrement mis par erreur Gudmundsson du mauvais côté, enfin voilà, sans que personne s'en rende compte par contre. Ça fait combien de points au Scrabble, dyspraxie? Ouh, ça fait pas mal, ça fait pas mal, surtout si je le mets en compte triple. Enfin voilà, donc, et l'autre flop, bah oui, André Gomes, parce qu'on en attendait beaucoup sur un match comme celui-là. On le disait en première mi-temps, la bataille du milieu était perdue. Je pense qu'il n'est jamais revenu réellement. Il y a eu une inspiration dans le match en première mi-temps, mais quand on connaît la qualité de ce joueur, quand on sait ce qu'il est capable de faire, et sur des matchs à haute pression comme ceux-là, hein, je rappelle quand même qu'il était de l'épopée de la remontada, il a joué au Barça des matchs beaucoup plus compliqués. Et là, il est passé complètement à côté de son derby, quoi. Et Lens, on en a parlé un petit peu. Alors, c'est vrai que je rejoins un peu Lorenzo sur l'idée, bon, Openda, c'est ça vendange, mais au moins, ça crée le danger. Pour moi, le vrai flop devant, ça a été Sotoka. C'est vrai, je suis Dont d'accord. on se demande à quoi il a servi. Et puis, sortie de Brice Samba, qui est un top tellement évident. À Lens a quand même une charnière derrière ses costauds, et notamment, alors sur ce match-là, on en a parlé, c'est vrai que. J'oublie les noms, excusez-moi. Danso. Grady se trouve un peu sur le but, mais Danso fait un match, à mon avis, assez fort, assez costaud, quoi. Christophe, Christophe C, tu voulais dire quelque chose sur l'arbitrage? Ouais, moi, contrairement à Georges, je trouve qu'il a justement pas mal influé, notamment sur la première, et il a beaucoup haché le jeu. Oui, je te dis tatillon, hein, je te dis pas. Ouais. Les deux premières interventions, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un derby, il sait que c'est un petit peu chaud les derbys, voilà, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il intervient et puis voilà, il dit je suis là, n'oubliez pas, c'est moi, je suis là, monsieur Le Tessier, et voilà, et rentrer dans le cadre parce que sinon ça va mal se terminer. Et bizarrement, le match ne méritait pas ça finalement. Il n'y a pas eu grand-chose. Ça n'a pas été très violent. C'est deux interventions que ça va mal se passer derrière. Je veux dire, en même temps, Christophe Le Texier, je crois que la dernière fois qu'il a été bon, ça a été une restitution de récitation CM2. Hein. Et puis Le Texier, à chaque fois, c'est une catastrophe, le mec. Je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'influence sur le résultat final. Par contre, c'est ce que je te disais, déjà en sanctionnant d'entrée et après sur une simulation. Il y a eu deux cartons jaunes pour le LOSC. Les deux premiers cartons jaunes, en plus, même le premier qui donne à Fofana sur une possible simulation, finalement, il va en plus brider de part et d'autre les deux plus créatifs, quoi. C'est ça. Donc, il fait une simulation quand même. Oui, mais je pense qu'en plus, à partir du moment où il a mis ce premier jaune à André Gomez, il est obligé de le mettre celui-là. Alors que simplement, s'il fait un rappel à l'ordre André Gomez, il peut faire un rappel à l'ordre. Et on évite quand même d'avoir les deux joueurs, entre guillemets, qui étaient censés, ça n'a peut-être pas été sur le cas de l'occasion de match, d'être les plus créatifs, d'avoir un peu plus de marge, quoi. Parce que là, tout de suite, les deux se retrouvent bridés. Donc, c'est vrai que le carton jaune de Gomez, c'est assez surprenant. Au bout de 2 minutes, pour moi, surtout. c'est match aller, hein. Moi, c'est match aller. Voilà. C'est possible, non, mais j'ai écouté la version de Christophe, j'entends peut-être. Mais la faute n'est pas méchante. C'est une faute d'anti-jeu assez loin du but.
En général, ça sanctionne par un rappel à l'ordre, quoi. Mais Ouais. C'est ce qu'il attendait Henri Gomez. voilà. Et je pense Mais que c'est là, amateur. non, mais Christophe, là, je te rejoins tout à fait sur le fait que le Texier, encore une fois, a fait un match très tatillon qui fait que forcément ça hache, ça casse et que malgré lui, on a quand même eu un peu de spectacle, quoi. Par contre, le jeune d'Alexandro, Malgré lui, je dis bien. le jeune d'Alexandro, il est obligé de le donner quand même. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais Le coup d'épaule dans le dos du mec qui va mettre la touche, ça c'est quand même énorme. mais même celui d'André, il n'y a aucune contestation. De toute façon, André, ouais, c'est un petit jeu. Mohamed, l'arbitrage, tu l'as trouvé comment avec un œil sans heure, hein? Comme disait tout à l'heure un des intervenants, c'est vrai qu'il a beaucoup haché le jeu. Moi, dès le premier carton jaune pour André Gomes, je me suis dit, mais le match, il ne va pas se terminer à 11 contre 11. Moi, quand il a sorti ça, j'ai pensé la même chose. J'ai dit, c'est bon, aujourd'hui, on va pas terminer à 11. Moi, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, oh là là. Et moi, ma crainte, c'était qu'avec mettre un carton jaune tout de suite, il allait pourrir le match. Et on a eu la chance d'avoir deux équipes avec des joueurs assez intelligents, de ne pas tomber dans la provoque et tout. Moi, je ne suis pas fan de Le Texier. Hein. Il manquait juste Michelin sur le terrain et là, ça ne se terminait pas. Voilà, c'est ça. Ouais, et puis voilà. C'est vrai que Michelin, c'était mieux quand même. Michelin et le cœur dans les buts, c'est ça qu'on veut. Michelin, c'était un vrai guide pour le jeu d'en soi lors des derbies. Tout à fait. J'ai une autre question, Mohamed. Quand on voit le niveau de Samba, notamment sur ce match du derby, est-ce que tu crois que Lens serait qualifié en Coupe de France si Franck Hez n'avait pas appliqué un turnover au niveau des gardiens? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, parce que les gars, je l'aime beaucoup. Il a participé à la remontée du encore club. Nous aussi, on l'adore. Ouais, mais c'est vrai que je trouve que Samba, il en impose, quoi. Et je pense que le deuxième penalty contre Nantes, on ne le prend pas. Parce que faire une sortie kamikaze et dire je ne comprends pas pourquoi il y a penalty. Ouais. Déjà, rien que ça, non. C'est vrai, c'était une sortie de Loca ratée. Hein. Ouais. Donc voilà. On en a beaucoup fait en privé sur le cas. Pour l'anecdote, le tour précédent où Lens va jouer à Lorient et il y a la série des penalties, je dis à mon fils, je lui dis, de toute façon, on ne va pas se qualifier. J'ai jamais vu Leka arrêter un penalty. Et là, il en arrête un. Et là, mon fils me dit, tu vois, tout peut arriver. Bon, alors, en tout cas, on le salue et puis on regardera la Coupe de France avec un œil un petit peu éloigné. Hein, mais bon, surtout que maintenant, elle nous prive du principal attrait que cette compétition avait, c'est qu'elle pouvait qualifier la 6e place en compétition européenne. Et maintenant, il faudra monter sur le podium des 5. Ouais. Voilà, donc. À cause de Lens et de Marseille. À cause de Lens et de Marseille, tout à fait, qui n'ont pas joué leur jeu en quart de finale. Alors, pour terminer ce derby, ce débrief du derby, il est déjà 21h23, on était très bavard, mais vous savez que le conducteur du Bistrot des Losses ne fait pas attention à la montre et à notre objectif de tenir les débats en une seule heure. Donc, je voulais faire un petit tour de table sur l'ambiance du derby. Comment vous l'avez trouvé? Il n'y a pas eu d'incident, certes. Il y a eu quelques banderoles qui, on le citait tout à l'heure en top et flop, hein, les banderoles des deux camps. Est-ce que vous les avez vues? Comment vous voulez les analyser? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Qui veut commencer? Oh, je vous sens pas. Je vous sens pas. Ah, moi, je laisse la parole aux autres parce qu'en gros, tout ce qui est banderole. Non, mais les banderoles, tu veux qu'on ait l'analyse comment, psychanalysiquement ou parce que c'est un vrai sujet. Je vais peut-être refaire un peu ce que j'ai vu, moi, ce qui est particulièrement ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'interroge, entre guillemets. Il y a côté lillois, bon, il y avait une ou deux banderoles insultantes, mais traditionnelles. Hein, c'est rien de nouveau là-dessus, malheureusement. Mais il n'y avait pas de.
on restait dans le classique, hein, finalement. Côté Lensois, il y a 3 documents, entre guillemets, 2 banderoles et le tifo qui m'ont un peu interrogé. Il y a une banderole qui faisait référence aux amitiés niço-lilloises et dont les termes, si j'étais un peu chafouin, on pourrait les qualifier de quasi homophobes, hein. On n'était pas loin de propos homophobes publics sur une banderole. On a vu des matchs arrêtés pour moins que ça. On a eu une banderole où on parlait d'abattre les Lillois, enfin abattre les chiens, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. hein, Et donc, c'est à peu près, monsieur le préfet, il ne faut pas pucer les animaux, il faut les abattre. C'est les chiens, il faut les abattre. et puis, Mhm. ce dont personne n'a parlé, il y a l'espèce de fresque d'Art Street un peu naïf, à la limite de la psychanalyse aussi, hein, peut-être, hein. C'est le duel de chevaliers. Alors, je ne parle pas de Lucas Chevalier, hein, je parle de chevalier sur une banderole de 30 mètres sur 40, hein, avec notamment un Lillois à terre ensanglanté et un Lensois avec son épée. Euh, Et on est aussi dans une symbolique qui est un peu limite. Alors, le débat que je voulais lancer, c'est qu'est-ce que vous pensez finalement de cette violence dans les propos et surtout, comment ça se fait que c'est la 2e année de suite où les tifos, notamment les tifos qui sont mis dans la tribune, sont censés être validés par le club, voire même presque on pourrait dire cautionnés, hein. On avait l'année dernière un énorme tifo lillois merda. Les dirigeants lensois avaient pris comme excuse qu'ils l'avaient découvert, on leur avait pas dit la vérité, qu'ils n'étaient pas au courant. Ça veut dire, je veux bien, mais ça veut dire à un moment, il faudrait peut-être qu'ils changent de prestataire ou de responsable de la sécurité. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas entendu de version des dirigeants lillois. Est-ce qu'ils pensaient que c'était un hommage aux tapisseries de Bayeux? Mais j'aurais bien aimé avoir finalement un avis des dirigeants lensois sur sur ce tifo. À défaut d'avis des dirigeants lensois, ben, je vous demande le vôtre. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous, sur les réseaux sociaux, vous avez des commentaires à dire? Qui veut Ouais, moi prendre? j'en ai un. Moi j'en ai un, si je peux me permettre. Le jour où il y aura des sanctions, peut-être qu'on passera à autre chose. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais pas y aller. J'irai plus. Et c'est tout à fait le genre de match détestable ou de toute façon. Mais encore une fois, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il y a une ligue qui est là pour ça. Il n'y a rien eu l'année dernière, il y aura rien cette année, il y aura rien l'année prochaine et ce sera toujours pareil. Et il n'y a pas qu'à Lens. À Lille, c'est pareil. Quand on diffuse sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tous, hein, tous de toute façon, des encouragements aux clubs qui quittent Luchin en bus. On fait venir le public et qu'est-ce qu'on entend? C'est tuez-les, tuez-les. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi tout ça? Des chants anti-lensois à chaque match quasiment, depuis le début de l'année. Ça rime à quoi? Franchement, moi je me retrouve plus là-dedans et je comprends pas. Donc tant qu'il n'y aura pas de sanctions, pour moi il n'y aura jamais rien. Et là, bah voilà, l'inaction totale dans ce football français, que ce soit la fédération ou à la ligue, ils sont tous nuls. Et malheureusement, s'il n'y a pas le bâton, il n'y a rien, il se passe jamais rien et ça ne changera jamais et on va se perdre. Je savais que Je suis j'allais énerver désolé. Christophe avec ce sujet. Ah bah oui, mais ça m'énerve. On peut plus aller à un match avec ses gamins. Enfin, je sais pas, c'est Mohamed, si toi tu vas avec ton fils. Moi, j'ai Enfin, avec mon fils. il y a au derby, tu es allé avec ton fils? Non, mon fils y Ah était allé voilà. sans moi. Moi, j'y suis pas allé. Mon fils a 22 ans et y est Ah bah allé. 22 ans, ça va, mais tu vas pas avec un gamin de 12 ans. Moi, j'y vais plus, j'ai plus envie. Enfin, que ce soit ce match-là, Paris, l'OM, tout ça, c'est tellement devenu détestable l'ambiance dans les tribunes que ça me dégoûte, franchement. Alors, s'il faut se taper Lorient, Ajaccio, là, ça va, ça, on s'en fout. Donc, là, on peut y aller avec des gamins, mais c'est quand même un petit peu dommage de devoir se couper d'une partie de ce public. Des gamins, ils ne pensent qu'à ça, qu'au foot. Et on leur met des messages comme cela, mais enfin, voilà, c'est d'une telle nullité que ça m'énerve. Voilà. Mohamed, tu as un avis en Bon. tant que Lensois finalement sur ces banderoles? Tu trouves que c'est exagéré? Tu les Alors, regrettes? ouais, moi, je trouve que moi, je pars du principe que quand on va voir le match, on va pour encourager son équipe. Moi, je dis toujours, l'équipe d'en face, je m'en fous. Je suis là pour mon équipe, je suis là pour les soutenir, pour qu'ils gagnent. Euh, je m'en fiche des supporters adverses, je m'en fiche. Le dernier match à Lens, c'était Lens-Nantes. Il y avait le parkage nantais. Ils ont fait un truc magnifique. J'ai été, ils ont fait un craquage de fumigène. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça et c'était bon enfant.
Et ça, c'est ce que j'aime dans le rapport qu'on devrait avoir entre supporters. L'équipe adverse vient avec ses supporters, ils encouragent leur équipe, nous, on encourage la nôtre. Moi, je ne suis pas pour l'appel à la haine, au meurtre et compagnie. Et je trouve que les banderoles, c'est. Moi, je Tu vois mettrais ce les que tu viens de banderoles. dire? Ouais, mais je te coupe, mais tu vois, ils vont être sanctionnés pour le craquage. Ils vont Ouais. être sanctionnés pour les fumigènes. Et la Ligue s'est servie de ça pour faire sa publicité pour le match de Coupe de France. C'est honteux, encore une fois. Encore une fois, ça. c'est honteux. Ah, bah non, toi. Ouais, c'est ça. Et on prend l'exemple du match Coupe de France Nantes-Lens. On dit toujours la Coupe de France, c'est la fête du football. Tu vas faire un match à huis clos parce qu'il y a des craquages de fumigène. Puis après, des banderoles, c'est pas sanctionné. Voilà. Des banderoles haineuses, c'est pas sanctionné. C'est vrai que on marche sur la tête, quoi. Alors, il y a, il y a beaucoup de réactions qui vont dans ce sens-là. On parlait de Christophe, tu n'allais pas au derby à cause de cette ambiance. C'est confirmé aussi, François qui nous dit c'est pour ça que je ne vais plus au stade aussi. Merci Christophe. Idem pour José. Je fais l'impasse sur le déplacement à Lens. Alors François qui nous dit, pas moi, un autre François qui nous dit faut le prendre au second degré aussi, mais certains ne font pas la nuance et c'est tout le temps, donc c'est saoulant. Alors, certes, mais si c'était drôle au moins, mais ça n'est pas forcément. Là, et c'est pour ça aussi, à titre personnel, cette année, je ne suis pas allé au derby parce que je n'avais pas envie d'être parqué comme un animal pendant des heures et passer mon temps avec tous les contrôles qui étaient nécessaires, qui étaient exigés par la préfecture. C'est vrai que ça ne m'a pas donné envie d'aller assister à ce match-là au stade. Georges, je vois que tu te grattes la tête. Oui, non, mais je rassure Christophe, moi, le dernier derby que j'ai fait, c'est en 2008 et j'évite autant que faire se peut, simplement parce qu'il y a eu un basculement dont j'ai mémoire, j'en parle assez souvent ici, mais c'est le moment d'en reparler. Quand au milieu des années 80, la rivalité, qui était plutôt bon enfant, qui était plutôt sympa, s'est mutée en haine. Et aujourd'hui, et d'un coup, c'est devenu un truc surréaliste. La rivalité, elle existe, elle est rigolote, elle est sympa, j'aime la vivre. J'ai charrié un peu Mohamed avant le début de cette émission et je pense que ça peut perdurer, ça doit continuer. J'ai mes plus grands amis, je suis parrain de son fils, c'est un type en or, je l'adore. Il n'y a qu'un défaut, il est supporter du RC Lens, quoi. Ce qui fait que, par contre, avec lui, on est obligé de créer un cordon sanitaire, c'est-à-dire une semaine avant le derby, une semaine après, on ne s'appelle pas. On ne prend pas contact parce qu'on sait que ça va être houleux. Mais c'est personnel, c'est entre nous. Maintenant, depuis maintenant une paire d'années comme ça, c'est vrai qu'on est dans un contexte quasi systématique. Il n'y a qu'à aller voir, je suis encore allé sur les réseaux sociaux pour voir des commentaires de part et d'autre, mais absolument consternants, quoi. Des trucs, je ne pense même pas. Donc, alors, pour en revenir aux banderoles elles-mêmes, c'est marrant, moi, celle des deux chevaliers, quelque part, on attendait à quelque chose de bien plus argent. Bon. Après tout, on s'assimile à la chevalerie, donc voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas le truc que j'ai trouvé le plus choquant. Et les banderoles, de façon générale, à un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot, de se la jouer à l'envers. Enfin, tu parlais de l'homophobie, en effet. Moi, cette banderole, j'ai trouvé idiote, mais elle me choque. Enfin, elle me choque pas dans le sens où elle me touche pas, elle m'atteint pas. Je veux dire, je la trouve très con. Mais ce qui est terrible quand même, c'est qu'on est dans des stades avec des dirigeants de ligue qui sont des hypocrites finis. Les mecs, tous les soirs, dans tous les stades, on invite l'équipe adverse à un coït anal furtif. Et tout d'un coup, la ministre des Sports arrive au Parc des Princes. Et elle entend des OM, on t'encule, et elle se dit quoi? Des chants homophobes? Et il y a tous les gens de la Ligue derrière, non, mais vous vous rendez compte, des chants homophobes? Je vous assure, madame, on n'a jamais entendu ça. Mais pour qui on nous prend? Je veux dire, ça fait des années que c'est. Mais il suffit, pareil, l'affreuse banderole des Parisiens lors de finale de la Coupe de la Ligue. À l'époque, des banderoles comme ça, on est partout dans tous les stades. Et là, il se trouve que pour un coup, il y a Sarkozy qui est là. Mais d'emblée, on a l'impression que dès qu'on a un visiteur un peu prestigieux, attention, il ne faut pas heurter. Donc, ces banderoles, à un moment où on y va sérieusement, on les interdit toutes, je suis d'accord, hein, si on reste sur ce délire premier degré, ou alors on les autorise toutes et personne ne vient se plaindre, quoi. Sauf que des fois, malgré tout, il y a eu des banderoles que j'ai trouvées plus amusantes. Hein. Il y a des derbys quand c'était moins
Moi, il y en a une qui m'avait beaucoup fait rire. Je dirais, les Lilloises, elles s'adressaient aux Lensois, mais pour le coup, à l'époque, c'était encore un esprit, bon, c'était 11 bits et 40 000 couilles. C'était un truc comme ça qui aujourd'hui, en plus, à un moment où sans doute il y avait moins de. Enfin, ça n'arrivait pas au coup, mais ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, moi j'ai vécu Grémont-près-Joris, à l'époque où les deux copes étaient mélangées. Aujourd'hui, on n'imagine même pas l'idée possible. J'en parle à mes gamins, les deux copes étaient mélangés. Je ne dis même pas côte à côte. Et j'ai souvenir une fois, ça doit être en 82, j'ai assisté à un début de rixe entre un supporter lillois et un supporter lensois. Et tout de suite, de part et d'autre, on a grippé les mecs, on a dit l'incident est clos, ça suffit. Essayez d'imaginer pareille situation aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que cette ambiance, elle devient nauséabonde de façon plus générale, hein, sur tous les derbys, sur tous les matchs un peu importants. Et je comprends tout à fait Christophe. Moi aussi, 2008, j'étais avec mes gamins. Il se trouve que le derby, on a été le voir vraiment dans une partie du stade où on était très spectateurs, on était loin de l'ambiance. Le stadium, l'avantage, c'est que les bruits s'estompaient vite. Mais voilà, donc moi, aujourd'hui, la question est plus de savoir finalement ce qu'on a fait de cette rivalité qui peut exister, qui n'est pas malsaine à partir du moment où les mecs décident de ne pas se balancer des boulons, des sièges à travers la gueule, quoi. Voilà, après, alors je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet. Alors, François qui rigole en disant les copes mélangées. Alors moi, je rajoute, à l'époque, les coïts n'étaient pas que furtifs. Voilà. Il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que grosso modo, c'est 300-400 personnes de chaque côté, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et Non, à mais- l'inverse, il y avait aussi un non, cop mais- lillois dans la Marek, hein, à l'époque. non, Oui, non, bien mais, sûr. non, mais, ouais, non, mais ça, c'est quand même important de dire, c'est qu'il y a 300-400 personnes de chaque côté qui attisent la haine. Je ne suis pas Ça complètement veut dire d'accord, qu'il y hein, a- parce qu'il y a peut-être effectivement des gens qui attisent la haine, mais il y a aussi beaucoup de gens des deux côtés, hein, qui répondent à cette haine. Moi, Mais bien sûr. quand on vient en bus à C'est parce que Lens ou je à dis. Bollaert, on se fait jeter des cailloux et ce n'est pas les 300 ultras Eh ben, qui c'est sont parce que je dis, habitués si à au. Lille, tu prends la tribune, ils sont 300-400 à animer le truc, il y en a 3000 qui vont suivre. Bien sûr. Mais ceux qui animent Non, le mais truc, c'est 300-400 personnes. Je veux dire, si ces 300-400 personnes-là ne sont pas là ou se calment, eh ben, c'est plus la même chose. Et ça, normalement, ça doit pouvoir, on doit pouvoir les cibler et puis aller les voir et puis pas forcément les virer, mais leur parler et puis dire, ouais, écoutez, c'est pas possible, faut pas continuer à agir comme ça, quoi. Et après, s'ils comprennent pas, continuer plus loin. Mais je veux dire, le stade, ça veut pas être la bagarre. Moi, je vous dis, moi, je suis un grand fan de rugby, donc dès que je peux, je vais au rugby. J'ai vécu un France-Écosse merveilleux. On était mélangés avec les supporters écossais. Enfin, on a passé une superbe journée avant le match, pendant le match et après le match. Et franchement, c'est un plaisir complet. Et pendant le match, par contre, il y a eu des faits de match. Il y a eu un carton rouge pour l'équipe d'Écosse, un pour l'équipe de France. Et puis voilà, le match s'est déroulé. Et il n'y a personne en tribune qui est venu dire oh, enculé, il y a eu carton rouge. Non, 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 ça s'est déroulé comme ça et c'est tout, quoi. Et si on n'est pas d'accord, on discute, c'est tout, quoi. Et ça discute. Et je trouve que ça, c'est pas impossible à faire en football. Le seul truc, c'est que quand je dis 300 personnes, c'est qu'à un moment donné, il faut aller voir ces gens-là et dire votre comportement n'est pas normal. Et si vous continuez à avoir un comportement comme ça, c'est dehors du stade. Et après, et sans mettre des places à 500 euros comme ils font en Angleterre, quoi. Non, mais à un moment donné, il faut leur dire, quoi. Christophe, comme dit le Christophe, si on n'agit pas, ben, ça va continuer. Il n'y a pas de raison. J'ai justement. Je crois qu'on en parlait ici une fois de manière assez régulière, mais justement, les gens qui fréquentent les stades de rugby sont souvent rugbyman eux-mêmes. Enfin, je pense que ce sont des gens qui vivent très proches de l'univers de l'Ovalie par-delà le haut niveau. Ce qui est plus vrai avec le football depuis les droits télé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui pratiquent le football amateur et le football professionnel sont en pleine rupture de par le fait que dans les stades, c'est plus du tout Moi, à l'époque où je te parle des années 80, je retrouvais beaucoup de gens que je croisais les samedis après-midi sur les terrains de foot. Et c'est plus possible aujourd'hui puisque les amateurs jouent aux mêmes heures que les professionnels pour des besoins de télévision. Et à l'époque, tu avais un public. Alors, je ne te dis pas qu'on n'avait pas aussi un ramassis de quelques abrutis, mais je pense que c'est devenu un sport trop
suralimenté médiatiquement et surtout, moi, la question que je me pose, c'est de savoir si au niveau des dirigeants, des clubs, j'en vois certains, pas forcément chez nous, encore que, mais quand je vois, par exemple, le père Aulas alimenter la haine des Stéphanois avant certains derbys, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de rappeler à la raison de par… Ah, mais, Maintenant, on est… membre du comité exécutif de la fédération, en plus, hein, monsieur Aulas. Hein. Ouais, non, mais non, mais c'est un comportement qui n'est pas admissible. Il a aussi une secrétaire? Ouais. Non, mais c'est pas admissible comme comportement, en effet. Mais comme disait Christophe, quand tu que les gens les sanctionnent, c'est eux qui jugent. Bien sûr. Sinon, il va y avoir des sanctions si tu as, par exemple, un ministre des Sports et tout d'un coup, on m'a dit un gros mot dans le stade. Vous vous rendez compte des gros mots? On n'entend jamais ça habituellement, Madame la ministre. Hein. Non, mais ça, c'est le bal des faux culs, quoi. Ouais, non, mais voilà, et ça, je suis d'accord avec Christophe. Tant qu'on a rien à foutre, qu'on fait rien, bah, ça continuera comme ça. Et puis le jour qu'il y aura un gros problème, on dira merde, il y a un gros problème, on va interdire des gens de stade, et puis ça durera 4-5 ans, et puis ça repartira. C'est-à-dire que quand des décisions sont prises, elles sont toujours contre-productives. Ça a été, on va stopper, dès qu'il y a un chant homophobe, on arrête les matchs. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Dès que ton équipe était menée 5 minutes de la fin, allez hop, et des machins, on va lancer des chants, y compris des publics avec qui ça n'arrivait pas de temps. L'idée géniale, quoi. Avant de laisser la parole à Lorenzo, je voudrais juste rajouter un petit truc. L'année dernière, le match contre Marseille, animation de la tribune avec des papiers format A3, toute la tribune nord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu mets dans les mains de supporters qui sont pas tous philosophes des bouts de papier? Ça finit en boulette, ça finit sur le terrain. À la mi-temps, on vient chercher quelqu'un, on est capable de le faire. On le sort de la tribune, on lui contrôle ses papiers. Tu peux demander à François, il le connaît. Il a été sorti de la tribune, il a été sorti du terrain. On a les noms. Il a été sorti, on lui a dit le match prochain, tu viens pas, garçon. Pour ça, on peut le faire. Pour une boulette de papier qui anime une animation de stade, voilà, classique, on arrive à les sortir. Et pour une banderole insultante, ou que moi, en tout cas, j'estime insultante, on ne fait rien. Voilà. Mohamed, tu voulais réagir. Je parlais au PSG où ça a été à un moment donné catastrophique au niveau des ultras et compagnie. Il y a eu un plan, le plan Le Prou, qui a permis de, on va dire, j'emploie un terme un peu choquant, assainir les tribunes et virer les ultras trop violents. Et derrière, on fait des concessions à certains groupes de supporters parce que, soi-disant qu'il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus ceci, il y a trop de sécurité. On marchait un peu sur la tête, quoi. Parce que le plan Le Prou au départ pour pacifier les tribunes, pour qu'il y ait moins de violence, au départ, ça part d'une bonne idée. Et puis après, on se met derrière il n'y a pas d'ambiance. Et sous couvert on met l'ambiance, on peut insulter, on peut menacer, on peut mettre des banderoles et tout passe, quoi, parce que, soi-disant, c'est l'ambiance. Est-ce qu'il n'a pas mis des places très très chères à ce moment-là pour assainir aussi? Il n'y a pas eu ce phénomène-là au PSG? Entre autres, non, il y a eu aussi, ils sont allés jusqu'à la dissolution des associations de supporters, enfin, c'est allé assez loin. Mais ça veut dire que pour gérer le problème, et c'est ça la problématique, il y a effectivement des décisions conjointes à la fois de la Ligue, de la justice, des policiers et des clubs. Donc et puis des supporters qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Donc c'est un dossier qui est pas si simple que ça. Et en tout cas, il méritera certainement d'autres développements à l'occasion d'une prochaine émission. Alors, je voulais juste faire un retour sur un commentaire de José qui se souvient à Grimont-Pré, effectivement, les Lensois venaient avec leur glacière et il dit presque avec un air de le regretter, à l'époque, les Verts volaient. Alors, à l'inverse, oui, ce qui était terrible, c'est que même souvent, le gardien de but s'est chauffé derrière la tribune active. Et c'est un truc lunaire. Un jour, n'imagine pas, le mec servait de cible, il était bombardé de canettes de bière et il ne se passait rien. Si un mec arrivait derrière, balayait les canettes pour qu'elles aillent un petit peu plus loin, et puis le match démarrait, de nouveau, tu as des canettes qui pouvaient partir pendant le match, quoi. Et ce jour-là, les dirigeants du LOSC ont inventé les bouteilles consignées pour éviter justement qu'elles aillent se perdre sur la pelouse. C'était la limite du projet. Je vous propose… Moi, j'avoue que j'ai perdu le désir de venir regarder un derby. Je ne l'ai jamais regardé pour l'instant. Mais j'avoue que par tous
tout ce que vous m'avez raconté, c'est pas vraiment la première chose que j'aimerais faire, dans le sens où moi j'aime bien venir à Lille, faire mes petites balades, venir au stade tranquillement. Mais voilà, à Grégo, je préfère un LOSC 3, un LOSC Lorient, que ce soit. Par rapport à des matchs comme ça, moi je le regarde à la télé. En plus, c'est dommage parce que, bon, moi je le regardais en anglais, c'était des Américains, j'imagine. Bah, ils disaient, ouais, c'est un des derbys les plus chauds de France, tout ça, blablabla. L'ambiance, c'est beau à regarder à la télé. C'est dommage qu'après, dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc ça, c'est dommage parce que si on reste sur l'ambiance, et c'est bon que Meyer, il parle d'un derby bon, où il y a quand même un sentiment régional. Ça, c'est bien. Et j'ai entendu même en Italie les années passées quand ils ont diffusé le match parce que c'était dans des horaires un peu plus faciles où même la télévision en Italie diffusait les matchs. Et voilà, et c'est tout. Mais j'avoue que même si je me dis, ah, j'aimerais bien regarder un derby, pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose qui me tente trop. Donc, ça veut dire que ce que vous m'avez, entre guillemets, raconté ou ce que j'écoute, c'est pas si bien que ça pour le vivre. Mais Voilà. 80, le premier derby, je me souviens, les mecs étaient dans le stade, je voyais tout autour le Lensois qui venait avec le Lillois, enfin entre potes, sans que ça pose problème. J'ai même vu un type avec un maillot Lensois, une écharpe lilloise, donc ça devait être le premier schizophrène que je voyais de ma vie. Il n'empêche que il y avait quelque chose de l'ordre de la rivalité qui était à peu près la même, hein, sauf que c'était sans la haine. Donc, il y a un truc qui était vachement plus sympa qui s'appelait l'humour. Oui, alors il faut aussi remettre dans le contexte parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de Lillois qui faisaient les maîtres nageurs et qui enseignaient la natation aux Lensois Oui, dans la Deule. oui, Donc, ouais. faut pas se rappeler du passé comme étant une époque bénie où tout le monde était gentil, tout le monde C'est déjà était plus beau. tard, hein, c'est Voilà, milieu des années 80, 90, c'est le moment où c'est ça ça. commence à se barrer en couille. C'est Ouais. justement le moment où ça commence à se barrer en couille. Non, Pour sinon faire avant, les il le faisait, mais que l'été, quoi. Oui, Le Quand passage il faisait beau. du pont, le passage du pont du Petit Paradis, Ouais, ouais. Mais Voilà. c'est déjà un moment je où n'aimais pas beaucoup ce passage, hein. Même si j'avais pas d'écharpe pour aller à Grimont-Pré, j'y allais en civil, mais passer le pont, j'étais pas rassuré quand même. alors, Non, pourtant, pour l'eau est pas si froide, tu sais, Mohamed. Hein, Elle était surtout pas profonde. Je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Bon, il est 21h47, on était excessivement bavard sur ce derby. Je vous propose de passer rapidement à la deuxième partie de cette émission. Un point sur le prochain rendez-vous du LOSC, on a appelé ça Ligue 1. La proie Lyon. Alors, petite explication sur le texte, après avoir fait le panégyrique de Brice Samba. Alors, panégyrique, hein, je veux aussi marquer des points au Scrabble, il n'y a pas de raison, Georges, que il n'y a que toi qui en marque. Donc, après avoir fait le panégyrique de Samba, on a voulu rendre hommage à Simba, le héros du roi lion. Donc c'est pour ça on appelait ça la proie lion. Pour cette fin de saison, je sais, Christophe, je te sens pas motivé par la qualité du jeu de mots, mais c'est un hommage, donc tout était permis ce soir. Donc la proie Lyon, pourquoi? Parce que par rapport à la course finalement au maintien, la prochaine cible c'est Lyon. Est-ce qu'on aura affaire au Lyon 10e du championnat avec 6 points de retard, donc 39 points sur le LOSC, 11 victoires, 6 nuls et 9 défaites, 39 buts pour, 28 buts contre, un goal average de 11, donc un Lyon synonyme de ventre mou, mais où alors on aura affaire au Lyon demi-finaliste de la Coupe de France, qui est capable de réaction et qui est également capable de matchs très décevants en championnat. Comment vous voyez ce match? Comment vous voyez le LOSC face à cet adversaire? Lorenzo, on va commencer par toi. Bah écoute, en Coupe de France, on a montré que quand même on propose quelque chose de meilleur que Lyon, même si on n'a pas commencé le match. Mais je suis sûr et certain que si on aurait pris un but et pas deux, on aurait gagné le match. Et donc pour ça, moi je dis que je suis convaincu qu'à la maison, on peut faire un gros match. Et ça va être vraiment très important parce que si on sort du match contre Lyon avec 3 points, euh, c'est vrai qu'après on a Toulouse, il y a Lorient, tout ça, mais ça va être vraiment, ça va nous pousser
pour dire, OK, on est vraiment lancé pour essayer de se qualifier pour l'Europe. En plus, en regardant le classement, la troisième place est à 6 points. Bon, deuxième place, 10 points, mais bon, c'est juste arithmétique, quoi. Donc, en gros, on n'est pas si loin que ça, vu qu'on a, pour moi, j'étais au minimum 2-3 matchs qu'on pouvait gagner. Donc, voilà, par rapport à ce qu'on a vu de Lyon, même en Coupe de France, oui, ils sont en demi-finale, mais même avec Grenoble, bon, je ne dis pas qu'ils ont risqué de se faire égaliser, mais presque. Donc, j'ai de la confiance. J'ai de la confiance. C'est vrai qu'on joue désormais sans défense, on comprend rien. À la prochaine, c'est Ouéa, défenseur central, Goudmousson hier, et Bamba qui joue derrière à gauche. On ne sait plus rien du tout. Mais si on arrive un peu à enchaîner des passes, comme on sait faire vu qu'on a de la qualité devant, et à marquer des buts, c'est bon. Alexandro, s'il veut jouer, je ne sais pas, en pointe, vu qu'il est haut, il a du physique, il est costaud avec la tête, c'est bon. Numéro 9. Allez, vu qu'on n'en a pas. Ah oui, d'accord. Je sens que Lorenzo se lâche un peu sur la qualité de ses analyses, hein. Non, mais c'est juste que moi, je reste de l'idée que, à part le fait que Fonseca fait un miracle pour vraiment mettre en place une équipe comme ça, vu le peu qu'il a été aidé en général, et on est vraiment à ça de pouvoir se qualifier pour l'Europe parce qu'on montre quelque chose. Il y a du monde qui dit bah, c'est beau voir jouer Lille, il y a des idées, il y a du concept derrière. Ça me fait un peu énerver qu'on risque un peu de jeter la saison parce que c'est normal, tu arrives en mars avec des blessures. Toutes les équipes ont des blessures. Mais quand je vois par exemple Lens qui fait rentrer les Thomasson ou les Fulgini et nous, on n'a pas de banc, je me pose des questions quand même. Mais on a des latéraux en double, Ouais, hein. non, Donc, ça, on en a beaucoup. alors, je rappelle le classement devant. Lille est à 1 point de Rennes qui est 5e, donc la première place qualificative en Conference League. Ensuite, devant, il y a Lens et Monaco, si je ne dis pas de bêtises, qui sont à 6 points devant le LOSC. 51. 51. Et en la deuxième place, donc la place qualificative pour la Ligue des Champions est à 10 points, si je ne dis pas de bêtises, donc par 55 Marseille. Ouais. Et Paris est déjà dans les hautes stratosphères et paraît amené à gagner le titre sans trop de difficultés. Mohamed, comment tu analyses ce rendez-vous du LOSC contre Lyon? Est-ce que c'est le match de la dernière chance qu'il faut gagner absolument? Ou est-ce que finalement, au rythme où avance tout le monde, il y a encore des droits à l'erreur? Il reste quand même 12 journées, 36 points distribués. Alors, moi, je pense que c'est pas le match de la dernière chance. Je pense qu'il y a des droits à l'erreur. Je pense pas, pour moi, hein, je pense pas que Lille va faire une erreur contre Lyon. Moi, je vois Lille gagner facilement contre Lyon. Lyon, sa saison, elle est terminée. Ils sont ventre mou. Ils pensent tout jouer sur la Coupe de France. Ouais, Et minimiser les choses, le risque de blessure et tout en championnat. Ils vont finir en roue libre avec des beaux matchs à domicile, mais moi, je ne les vois vraiment pas gagner à Lille. Alors, c'est plutôt rassurant pour les supporters lillois. Christophe D, est-ce que tu rejoins cette analyse? On a un Lyon ventre mou qui va privilégier la Coupe de France, mais est-ce qu'on n'aura pas aussi le fameux LOSC à 2 vitesses avec une demi-heure pour entrer dans le match et ce qui est arrivé finalement à la dernière confrontation en Coupe de France? Et ouais, non, mais certainement, à mon avis, on le fait à chaque fois. Mais en plus, Lyon, cette année, même au match aller en championnat, on perd 1-0 chez eux. Ils ont une action de but. Nous, on a, je sais pas combien de possessions, doit être à 70%. On a X occasions de but. On doit avoir des optimales, je sais pas quoi. On les a humiliés, quoi, voilà. Mais on repart avec 1-0 dans la blusette. Alors après, c'est vrai qu'il y a des années, on a fait la même chose dans le sens inverse. Mais bon, là, L'année dernière, avec le but de Goodmanson, ça, c'était un match. voilà, c'est ça. Ah, c'est la spéciale, ça. Mec, Là, on a un quelle retour de victoire. karma. C'est le karma, c'est ça, c'est le karma. Mais après ça, plus la Coupe de France où on fait un départ dégueulasse et qu'on domine tout le match, qu'on n'arrive pas à marquer ce troisième but alors qu'on a des grosses occasions, ça me fait vraiment chier de reperdre une nouvelle fois contre Lyon, quoi. En plus, j'ai un ami lyonnais, je ne peux pas supporter qu'il me fasse une troisième fois chambrer par ce cas-là.
Ça va partir, hein, attention, hein, je suis gentil, mais bon. Ce sera Non, plus un ami après. Hein. En fait, c'est ça. si on perd, ce sera plus un ami. Après, dans mon équipe de foot, peut-être qu'il sera remplaçant à vie, ou jamais. Mais non, C'est pas, mais c'est voilà, pas toi l'entraîneur de ton équipe de foot, t'as qu'à le bah, mettre si, sur le banc. Hein. justement, c'est pour ça. Non, mais voilà. Après, le seul truc, ce que disait Lorenzo, le seul doute, c'est la défense, quoi. Mais on a quand même moyen de faire une bonne défense. Moi, je pense qu'en effet, il ne faut pas mettre Alexandro, il faut mettre Yoro parce qu'il y a plus de vitesse. Fonte, il faut le mettre parce que ben, c'est lui qui a l'expérience et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et après, voilà, Gudmundsson, Weah, et puis Bamba remplaçant, comme dirait Lorenzo. Hein, puis, Il y a Ounas qui revient, non? Si je ne me trompe pas. Ah, Ounas arrière droit, du coup. Il trottine, ouais. Ah bah voilà, il a repris les entraînements collectifs. S'il est là, il sera dans le groupe, mais pas forcément titulaire. Et puis en arrière latéral, ça peut être moyen. Hein. Voilà. Zegrova, il peut jouer avant. Quand même. Non, mais bon, voilà. À part ça, j'espère qu'on va gagner quand même. Voilà, il y a quand même pas mal d'absents annoncés à Lyon. Hein. Sur le dernier match contre Lorient, il manquait Lacazette, il manquait Lopez, le grand ami de Christophe C. Il manquait Jeffinho également, Thiago Mendes depuis pas mal de temps déjà. Donc, alors je ne sais pas s'ils ont prévu de revenir rapidement, mais je rappelle qu'à Lille, il manquera Diallo, il manquera Ismaili, il manquera Ounas qui ne sera pas titulaire en tout cas, et il manquera également Diakité. Donc les trois quarts de la défense Diakité aussi, c'est vrai. Ne seront pas là pour ce match de Lyon. Alors Christophe, est-ce que tu penses que avec ou sans, alors je ne sais pas si Lopez reviendra contre Lille, je crois que c'est une fracture du doigt qu'il a. Donc, tant que c'est pas de la jambe, il pourra toujours faire ses wazaris, ses coups de karaté contre les attaquants lillois. Mais qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que tu crois qu'on aura un Lyon au petit trot ou on aura un Lyon qui aura rien à perdre et qui va nous embêter? Lequel de Christophe? Moi? Christophe C, pardon. Ah, bah, j'espère qu'il a très mal, Lopez. Hein. Ce sera bien fait pour sa gueule. Je ne supporte toujours pas. Alors, donc voilà, mais après, même avec une main, il peut nous emmerder. En même temps, nous, on a joué pendant 2 ans à la Ligue des Champions avec un gardien manchot, donc voilà, tout est possible dans la vie. Après, du coup, bah, pour notre défense, bah, il va faire comme d'habitude, il va se débrouiller, ça tiendra, mais on a affaire à une équipe de Lyon qui est tellement cyclique, enfin voilà, avec beaucoup de jeunesse, notamment sur le dernier match, comme tu le rappelais, il y avait beaucoup d'absents. Je pense pas qu'ils soient tous rétablis et c'est tant mieux pour nous. Mais voilà, je pense qu'on a les cartes en main pour faire quelque chose, pour rester accroché à notre place et pourquoi pas revenir un petit peu sur les clubs devant. Donc il faut absolument faire tout ce qu'il faut et notamment peut-être dans l'approche du match, comme l'avait fait Fonseca en promettant une journée de congé supplémentaire. Si on arrivait à marquer dans les 20 premières, sans en prendre, ce serait quand même pas mal. Donc, s'il faut trouver une source de motivation, il faut aller les chercher un peu. Et si c'est ça, bah, tant mieux. Mais ouais, essayer de commencer vite, comme on a pu le faire à un moment, et puis assurer derrière et se faire un match tranquille du vendredi soir. Georges, tu veux prendre la main? Ouais, moi, Lyon, ce qui m'emmerde quand même, c'est que c'est l'archétype, tu sais, dans tous ces matchs cette année qui nous ont laissé tant de regrets, de l'équipe idéale à ne pas jouer, quoi. C'est un football dégueulasse. En général, alors, c'est vrai que moi, pour le coup, présence ou pas d'Anthony Lopez, ça peut changer beaucoup de trucs parce que clairement, c'est lui aussi qui nous met dans la mouise au match aller. Lacazette qui n'est pas là non plus, parce que c'est quasiment qu'avec ces deux joueurs-là qui nous ont battus la première fois. Donc, j'appréhende toujours maintenant ce type de match parce que oui, évidemment, si on regarde au niveau football pur, il y a un truc sur lequel j'ai aucun doute, quasiment ou très peu, c'est qu'on va le dominer ce match. On aura la possession. On aura la possession. Mais si on gagne la possession, c'est bien. Hein. Je pense qu'on va avoir une pléiade d'occasion. Ça, il n'y a pas de doute. Le gagner, c'est un autre problème. Bon, après, on parlait des absents, tu parlais de Thiago Mendes. Bon, manifestement, dire de certains supporters lyonnais, même quand il est sur le terrain, il n'est pas là en ce moment. Donc, quoi qu'il met un coup français somptueux il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai l'impression, c'est vrai aussi que manifestement, sur le dernier match que j'ai vu, le seul truc qui sont en mesure de nous inquiéter un petit peu, c'est la jeunesse qui arrive. Le sang frais qui est mis sur le terrain, manifestement, contre l'Orient, c'est surtout ça qui a été vu. Parce que les anciens,
j'ai l'impression qu'ils y sont plus, quoi. J'ai vu la rentrée d'Aouar qui a été fantomatique, Dembélé, pareil. C'était donc, moi, je pense que ça va vraiment dépendre de nous. Mais encore une fois, sur ce match-là, il n'y a qu'une équipe qui me fait peur, c'est Lille, quoi. Mais je désespère pas d'un petit 3 points, quoi. Mohamed, tu le sens comment à la fois peut-être ce match, mais surtout finalement la fin de saison du LOSC. Est-ce que tu les vois? Alors, je vais peut-être te poser la question différemment. À quelle place tu vois finir Lille et Lens en fin de championnat? Alors, moi, c'est vrai que une place européenne pour Lens et pour Lille, ça serait bien. Après, s'il n'y a qu'une place européenne pour Lens, je prenais encore mieux. Mais ce que je disais la dernière fois sur l'émission Cop Nord, c'est que là, Lens, c'est vraiment le creux de la vague. Et je pense pas, j'espère pas qu'on puisse encore creuser encore. Je pense qu'on doit remonter. Là, Lens se déplace à Clermont, on reçoit Angers. Donc, c'est vraiment 2 matchs qui doivent permettre de nous relancer. Pour le LOSC, s'ils font une deuxième mi-temps comme contre Lens, si le prochain match, ils font la même deuxième mi-temps que Lens, je me fais pas de soucis pour le LOSC. Hein. Moi, je trouve qu'il y a quand même du beau jeu à Lille. Après, il y a toujours ce problème de finition et de marquer les buts, le but en plus de l'équipe adverse. Quoi. Lorenzo, tu veux rajouter quelque chose Non, sur mais c'est que finalement nous, vraiment, on sur a un tes attentes? calendrier. Nous, on a un calendrier, les gars, que c'est les. Je ne dirais pas que c'est les matchs les plus importants, mais c'est Lyon, c'est Toulouse, c'est Lorient, c'est. Je ne sais pas si Marseille juste après. Après, il y a 2, 3 matchs plus abordables. C'est après la trêve. Il y a Lorient, puis je crois alors, j'ai pas Ah, tout. mais Lorient, cette année, c'est pas si abordable que ça. Hein. C'est Non, non, mais peut-être je suis pire, après Lorient. pire que Lyon. Après Lorient, il y a 2, 3 matchs qui sont abordables. Je crois que Marseille, c'est fin avril, si je dis pas de Ouais, bêtises. mais Ok. sur les 6 premiers, on en a déjà joué 4. Hein. Hmm. Il ne reste que Ouais, 2 à ça, c'est jouer. bien. Ça, Et c'est pour les bien. 4, notamment Lens doit encore jouer 4 gros. Nous, on n'en a plus que Ouais. 2 à jouer. Nous, on n'a que Marseille et Monaco, non, si Marseille je et ne me trompe pas. Monaco. Marseille et Monaco. Donc, en gros, Donc, si on sort bien de ces derniers 2, 3 matchs, et donc on est encore dans la course à l'Europe, ça peut bien tourner. Déjà, arrivé à la pause avec, je ne sais pas si on a récupéré des points, mais au minimum rester à cette distance ou aller gratter 1 ou 2 points, ça donnerait de la confiance. Et tu as 2 semaines pour travailler sur ça. On n'a pas beaucoup de gens qui partent en équipe nationale, donc ça serait pas mal. Alors, vous savez quel est le dernier tour de table qu'on fait traditionnellement au Bistrot del LOSC, hein, c'est le tour de table des pronostics. Pronostics pour ce match Lille-Lyon. Alors, on va commencer. Bah, écoute, Lorenzo, tu avais la main. Quel est ton pronostic? Donc, tu connais la règle, hein, c'est à la fois le pronostic et les buteurs. J'en donne 2. Pronostic possession. Ça, Christophe va aimer. 70-30 pour le LOSC. Donc là, c'est gagné facile. Voilà. Et moi, je dis qu'on gagne 2-1. J'espère que Zegova, et j'imagine peut-être sera titulaire. Donc, je le vois bien marqué, vu qu'il méritait de le faire déjà à Lens. Et bon, pourquoi pas un autre but de la défense sur un corner. Ça peut être Yoro, ça peut être Alexandro. Voilà, je le sens comme ça. Christophe C, est-ce que tu peux nous faire part de ton pronostic et puis à la fois, bon, on va rajouter cet item supplémentaire en ton pronostic en nombre de buts marqués et en possession. Possession. En possession. Là, pour le dire à Fonseca, franchement, on est vraiment. Alors, 2-0 pour Lille avec un but de fonte parce que j'en ai tellement mis ce soir qu'il n'y a pas de raison qu'il ne se reprenne pas, ce garçon. J'espère qu'on lui enverra l'émission. Et un but de David parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Donc voilà. En possession, je pense qu'on peut faire au moins les 72% pour Lille. Et puis, on va peut-être élargir également. Attention à Clermont, un bon match nul de Clermont à Lens. Et ça peut être aussi bien que notre 2-0.
Ça ferait 4 points d'avance pour Lens. Quasiment, voilà. Alors, j'ai oublié, j'avais une place pour Lyon à faire gagner à nos internautes. Alors, j'ai complètement oublié. Alors, je vous propose un jeu rapidement, improvisé. Vous connaissez la question, je l'ai posée déjà souvent pendant ces 3 saisons. Donc, le premier qui répond remporte la place pour le match de Lyon dans la tribune active à côté du bistrot d'Alélos. La question, elle est très dure, hein. Concentrez-vous, c'est une épreuve de rapidité. Qui veut la place pour Lille-Lyon? Le premier qui répond, il a la place, on le contacte en privé. Donc, bien évidemment, vous jouez uniquement si vous êtes disponible vendredi soir c'est 21h, c'est ça? Vendredi soir, 21h. Voilà. Donc, c'est Baptiste... une semaine où tu as vraiment bien préparé la question. Ah oui, celle-là, j'aurais du mal à répondre. Quand je dis que j'ai oublié, j'ai vraiment complètement oublié. Voilà. Ça, j'assume complètement. Alors, écoute, Mohamed, on va continuer par toi. Tu auras l'occasion de te défendre avec ton pronostic également pour le match de Clermont. Donc, Ouais. quels sont tes pronostics? Alors, tu connais tous les items, hein, les buts de Lillois, le score, la possession et le score de Clermont. Alors, je vais faire une petite aparté. Pour le jeu, il y a mon fils qui a levé le doigt derrière l'ordinateur. Donc, moi, je la veux bien la place. Tu vois. On va régler ça. Je dois. Alors, j'ai des réponses sur les réseaux sociaux. J'ai Baptiste qui nous a répondu le plus rapidement la mer Noire. Hein, donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais il révise pour son bac. Trifred qui nous a répondu. Il y a Capenoul qui a mis moi, mais je suis pas là, non? Voilà, Trifred qui a répondu moi, qui a priori, effectivement, s'il est disponible, remporte la place. Ensuite, on a Capenoul qui dit moi, mais bon, on sait très bien qu'il ne sera pas au match, donc il n'y a pas de souci. Lucas qui nous dit je veux la place. Alors, il n'a pas dit moi, il a dit je veux la place. La vraie réponse, c'était moi. Donc, surtout, alors, François, le Lucas, c'est mon fils. Ah, écoute, on en reparlera après. Il me dit, zut, je ne suis pas le premier. On a José David qui nous dit Rosette. Donc, oui, Rosette. Donc, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas compris la tendance, mais bon, c'est bon. Alors, voilà. Donc, Rosette de Lyon, oui. C'est vrai, oui. Ouais. Oh là là. Pourquoi pas? Oui, c'est Rosette de Lyon. C'est pas d'autre chose. Oui. Mohamed, après cette interlude, quel est ton pronostic? Alors, pour Lille-Lyon, moi, je vois une victoire 2-0 de Lille. Donc, but pour moi de David et de Zegrova. Alors, la possession aux alentours de 70% pour le LOSC. Je ne donne pas un but en première et un but en deuxième. Mais je ne donne pas les. Dans quelques bistrots d'Alélos, le tour de table des pronostics va durer 3 quarts d'heure. Voilà. Et ton prono pour Lens? 2-1 pour Lens, parce que ces derniers temps, même si on a un grand gardien, on se prend un but à chaque match. On va continuer sur cette lancée. Et voilà. Et je vais mettre une petite pièce sur Openda, qui mettra peut-être un doublé. Il le méritait quand même, hein. Il le mérite. Ouais. Voilà. Alors, je me souviens que lors d'une émission à Cop-Nord, je l'avais un peu mis en flop parce qu'il avait été pas très bon. Et le match d'après, il met un triplé. Donc, je me suis dit, bon, ça va aller. Donc, je pense. Tu serais pas un peu superstitieux? Ouais. Alors, on a toujours dans les réponses à notre question très difficile, on a François qui nous dit vous pouvez répéter la question. Non, hors de question, je ne la répéterai pas. Capenoul qui nous dit un jour je serai là. Donc on le sait, et il sera toujours le bienvenu. Et Nicolas qui rajoute Clermont jouera en contre comme d'habitude. Et Marius, mon pronostic, carton jaune d'André à la 63e. Donc, ça rajoute un peu un élément, mais on va s'en arrêter là. Christophe D, quel est ton pronostic? Moi, je dis 3-0 parce que j'en ai marre de voir Lyon gagner. Fait chier, quoi. Et après, je dis, pour la possession, vous êtes trop ambitieux. 65%, c'est déjà bien. 65%, c'est déjà pas mal. Vous êtes trop fou, vous emballez. Après, les buteurs, je vais dire Capella, Angel et David. Georges, pour terminer. terminer. Allez, je vais dire un petit 3-1.
en effet, avec un but de David. Bamba dans la foulée qui marque. Et le troisième, un défenseur central, j'irais peut-être Mohamed Bayo. Oui, Voilà. c'est pas Bah stupide. oui, hein, mais je pense que moi, je pronostique Bayo en Oh. défense centrale. Donc, possession, vu ce que j'ai vu jouer Lyonnais avec Cacré, 65%, si Cacré n'est pas là, 95%. Voilà. Bon, moi je voulais juste, au niveau de la possession, on a fait presque 62% de possession contre Lens, donc un 69 contre Lyon, moi ça me va très bien, si on arrive à éviter le tête à queue, bien évidemment. Alors, je vous propose d'en terminer là sur cette saillie. On a explosé le record, hein. Ça fait plus d'1h40 d'émission. On était très bavard ce soir, mais c'était le derby, donc on avait le droit. Et puis on avait un concours de pronostics qui s'est un peu éternisé. Donc je voulais remercier, je voulais remercier tout le monde. Tout d'abord les internautes qui nous suivent régulièrement et qui participent à cette émission par leurs commentaires. Donc merci à vous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager toutes nos publications et notamment le replay qu'on mettra en ligne dans la nuit et auquel vous pourrez accéder à partir de demain matin sur notre chaîne YouTube. Je voulais remercier notre invité, Mohamed. Merci, Mohamed. Merci de ta venue. Ben, merci à vous et merci à toi de m'avoir invité. C'est Est-ce que ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. Franchement, tu m'as envoyé l'émission de la semaine dernière. J'étais en centre de rééducation à l'Espoir. Entre chaque atelier de rééducation, j'étais avec mon téléphone à regarder. Et il y avait des kinés qui venaient qui me disaient, mais qu'est-ce que tu regardes? Je dis, c'est le bistrot Les Lolosques. Ils me disaient, mais c'est pas Lensois. Je dis, si, mais elle est pas mal comme mission, il faudrait regarder. Donc, voilà. Vrai courage, ce serait de la regarder au milieu de la Marek. Je peux le faire. Je pourrais le faire. Ça me dérangerait. Ça capte pas, ça capte pas. Moi-même, je connais bien. On a beaucoup de problèmes avec le réseau, mais alors, ce que je ferai, c'est que contre Angers, comme je suis abonné en Marek, je vais enregistrer la prochaine émission et je la regarderai et mon fils me filmera. Et je vous l'enverrai. Défi relevé. Moi, je serai peut-être plus vivant après, mais je le sais. Ouais, après, c'est pas très grave, tu connais le chemin de l'espoir et du kiné, donc ça pourra toujours te servir. Ça pourra toujours te servir. Donc, merci à toi en tout cas, et tu es bienvenu. Tu sais que le bistrot est ouvert et notamment lorsque l'actualité nécessitera, tu pourras revenir. Il y a vraiment aucun souci. Je pense que ça s'est très bien passé si j'en lis les commentaires. Merci aux piliers du bistrot qui sont présents chaque semaine et très régulièrement. Donc, merci Christophe D. Eh ben, merci à tout le monde. Merci à Mohamed. Merci, au revoir Christophe C. Merci à vous, monsieur. Merci, Mohamed. Je viens d'apercevoir que tu as enlevé ta casquette. Hein. Ah, c'était il y a longtemps. Oui, j'ai juste de le voir. Alors, je ne sais pas si ses cheveux ont poussé à l'intérieur, mais merci, Georges. Mais je t'en prie, c'était un bon moment. Et merci, Lorenzo, toujours fidèle de sa lointaine Italie, ou plutôt de son Italie lointaine, parce que je rappelle qu'il nous contacte de Slovaquie. Ah ouais, merci les gars, merci Mohamed, c'est toujours un plaisir. Alors, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine de football, un très bon match contre Lyon. On se retrouve mardi prochain pour le 25e numéro du Bistrot des LOSC. Avant de vous quitter, bien sûr, on va pousser le cri de guerre de l'émission à 3. 1, 2, 3. Allez, le LOSC! À bientôt. Ciao. Salut! Forza LOSC! Et Clermont! Ah ouais.